Merci de votre présence. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui n'est pas encore arrivé cette année, c'est-à-dire de la dimension mentale et au niveau de la performance collective, donc plutôt dans les sports d'équipe. On aura 2 interventions. Malheureusement, il y a un petit changement de programme parce que Jérôme Bourbousson a un petit souci de santé, donc il pourra pas présenter aujourd'hui. Donc on a Chloé Leprince qui présentera son travail qui est mené au sein du laboratoire, mais je vous le représenterai tout à l'heure. Et donc on va démarrer par l'intervention de Michael Campo, qui vient de l'université de Bourgogne, donc à Dijon, qui travaille dans le domaine de la psychologie sociale et qui a travaillé plus spécifiquement sur les processus émotionnels dans les sports d'équipe et plus particulièrement en rugby. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on ait un temps de présentation et puis de privilégier après un temps de questions avec chaque intervenant. Voilà. Donc je te laisse la parole. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Pour faire assez bref sur la présentation, effectivement, je travaille sur le processus émotionnel et sa dimension dans les sports d'équipe, plus particulièrement dans le rugby. L'idée, en fait, pour moi, étant de savoir quel est le lien entre les émotions, le vécu émotionnel et la performance. Alors, on m'a demandé de présenter mes travaux, alors c'est très général, donc j'ai essayé de faire une ligne directrice là-dessus pour que ce soit le plus intéressant pour les chercheurs qui sont ici et à la fois pour les entraîneurs qui sont sur le terrain. Quand on veut partir sur une base, l'idée, quand on intervient dans le domaine de la performance en sport collectif, c'est d'essayer de voir quels sont les facteurs qui influencent la performance pour essayer de recontextualiser finalement l'importance de l'objet d'étude. Et on a fait tout un travail justement avec un des membres de la DTN sur la définition des facteurs de la performance. Alors là, spécifiquement rugby, mais tous ceux qui interviennent dans les sports collectifs, vous verrez bien, vous ferez facilement le transfert avec vos propres pratiques ou avec votre propre activité. On a essayé de reviver toute la littérature, ou en tout cas une grande partie de la littérature, sur tout ce qui pouvait influencer la performance. Et en gros, on est parti de modèles qui existaient, où très globalement on voyait ces habiletés physiques, techniques, sociales, on a vu aussi, qui intervenaient dans la performance. Et puis par ailleurs, on a aussi, on le voit sur le terrain comme on le voit dans la littérature, des influences autres, c'est-à-dire qu'on se pose la question des fois quand on a un joueur qui est capable de faire une passe, qui est capable de courir très très vite, qui a toutes les qualités physiques, techniques nécessaires pour réaliser une bonne performance, pourquoi il n'arrive pas à le faire en compétition finalement. Et donc quand on lit la littérature scientifique par rapport à ça, on s'aperçoit qu'il y a d'autres facteurs qui influencent, mais sans rien vous apprendre par rapport à ça, ce sont tout ce qui est lié aux émotions. En sachant que les émotions ont différentes composantes, des composants qui sont physio, des composants qui sont comportementales, des composants qui sont cognitifs. Et en fait, c'est ce qui nous explique qu'un joueur sans pression, un athlète qui n'est pas sous pression, donc pas sous la pression de la compétition, est capable de faire des très très grosses performances par exemple à l'entraînement, mais que quand ils ont cette pression-là qui tombe, finalement, ils n'arrivent plus à prendre la bonne décision. Ils n'arrivent plus à prendre la bonne information. C'est-à-dire qu'on sait jouer un 2 contre 1, on sait jouer un déséquilibre, mais finalement, quand on n'arrive pas à le voir, on n'arrive pas à utiliser l'outil parce qu'on ne sait pas qu'il faut l'utiliser. C'est pareil sur les comportements, c'est comme ça qu'on a, en rugby on le connaît bien, des comportements où on est à la limite de la tricherie, on est à la limite de l'agressivité, c'est comme ça qu'on se prend des pénalités qui sont stupides. C'est comme ça qu'on contrecarre la performance collective, en d'autres termes. Et donc du coup, tout ça nous met en avant, pour être assez rapide sur ce sujet-là, puisque ce n'est pas forcément le cœur de la présentation, mais pour la recontextualiser, tout ça met en avant l'importance des émotions, et plus spécifiquement, ou plus globalement plutôt, ce qu'on appelle le triptyque de base du potentiel humain. C'est-à-dire qu'on sait que les émotions, elles sont influencées par globalement la confiance en soi, alors le sentiment de compétence, et les buts de la personne, donc la motivation. Et donc, en fait, quand on est entraîneur et quand on veut optimiser la performance, l'idée, c'est de bien entendu travailler sur l'ensemble des habiletés qui sont, on pourrait dire des habiletés de base, mais aussi sur ce triptyque-là. Parce qu'encore une fois, si jamais on a un athlète qui n'est pas suffisamment investi dans l'enjeu de la compétition ou qui n'a pas suffisamment confiance, qui n'a pas suffisamment de potentiel de faire face, comme on dit, on va en parler tout à l'heure, les émotions sont dites dysfonctionnelles et donc du coup vont perturber la performance. Donc les habiletés de régulation et ce triptyque de base restent une base importante dans l'optimisation de la performance et c'est sur ce sujet-là que je dirige, on va dire, mes recherches et tous mes travaux dans ce sens en psychologie du sport. Alors, pour savoir ce que c'est qu'une émotion, on prend un modèle de base qui est le modèle de Lazarus, qui est la théorie cognitive, relationnelle et motivationnelle des émotions. Pour faire simple, en gros, une émotion, ici,
elle est liée à l'évaluation qu'un individu va faire de sa relation avec l'environnement, avec la situation qu'il vit. Plus particulièrement, si la situation elle n'est pas importante pour lui, plus particulièrement si l'estime de soi est faible, s'il ne perçoit pas la capacité de faire face aux exigences de la situation, comme aux exigences d'une compétition particulière, si une situation particulière est assignée à lui-même, c'est-à-dire qu'il a la responsabilité de cette situation, comme par exemple tirer un penalty, ou c'est l'autre qui va tirer le penalty, la responsabilité, le degré de responsabilité n'est pas le même, et en fonction de toutes ces évaluations qui sont faites, en fait, les émotions sont différentes. Et donc, il est important de comprendre ce qu'on appelle ce processus d'appraisal, donc qui est ici, ce qu'on appelle en fait l'évaluation cognitive de la situation, pour comprendre tous les paramètres qui vont jouer sur l'émergence d'une émotion, pour que nous, derrière, dans l'optimisation de la performance, on soit capable d'identifier ces paramètres qui peuvent être dysfonctionnels pour amener à de la performance. Alors, on a fait une première étude. Ici, vous avez tous les composants de cette évaluation cognitive de la situation, notamment ce qu'on appelle l'évaluation primaire et secondaire. Pour faire très simple, est-ce que la situation est importante pour moi et est-ce qu'elle va dans le sens de mes buts ou pas? Et est-ce que je me sens capable de faire face et est-ce que j'ai un degré de responsabilité? L'idée aujourd'hui, ce n'est pas de rentrer forcément dans les détails qui pourraient vous paraître confus si jamais on n'est pas habitué à ce type de modèle, mais il faut comprendre l'importance de ces 6 dimensions, il y en a 6 en réalité, qui vont jouer sur l'émotion. Et en fait, dans cette étude qualitative qu'on a fait auprès d'une équipe de rugby de Pro D2, on s'est aperçu que, effectivement, l'ensemble des dimensions apparaissait dans le vécu émotionnel. Mais ce qu'on a pu voir, et c'est là l'émergence de notre intérêt sur la dimension du groupe et sur l'influence du groupe, on s'est aperçu qu'en fait ces dimensions-là, les buts individuels, étaient déclinables par exemple en buts collectifs. Les ressources perçues étaient individuelles aussi bien que le groupe, etc., etc. Pour faire simple, une émotion, selon les théories contemporaines, est née de l'étude de l'individu, mais dénuée de son contexte. C'est-à-dire qu'en fait, théoriquement, on dit que si la situation est importante pour moi, alors je vais avoir une émotion. Mais en fait, on s'est aperçu qu'elle ne pouvait être peut-être pas importante à titre personnel, mais elle pouvait être importante pour mon équipe. C'est ce qu'on appelait ici les buts de l'équipe. Donc si jamais j'adhère aux buts de l'équipe, si jamais on parle des fois de cohésion, on va parler d'identité sociale. Si jamais j'adhère à l'équipe, si j'adhère à ses valeurs, si j'adhère à ses buts, alors ce qui peut menacer l'équipe peut du coup me faire émerger d'autres émotions, mais plus du coup à titre personnel, mais à titre de membre du groupe. Et c'est la même chose sur les ressources perçues. Par exemple, théoriquement, on nous dit que si jamais je ne me sens pas capable de faire face à la situation, alors j'aurai certaines émotions. Mais donc ça, c'est le potentiel de faire face. Ce potentiel de faire face, en fait, il peut prendre en compte le fait que l'équipe peut m'aider à faire face à la situation. Ça va faire référence à ce qu'on appelle la régulation interpersonnelle, ou ce que vous présentera Chloé tout à l'heure sur le communal coping. Est-ce que finalement mon équipe est une ressource pour moi? Et donc du coup, auquel cas, je vais avoir des émotions différentes qui pourront être plutôt fonctionnelles ou dysfonctionnelles vis-à-vis de la performance. Pareil sur l'assignation à l'autre, c'est-à-dire est-ce que l'émotion qui est due à une situation qui vient de paraître, par exemple une erreur dans le match, qui nous a coûté un essai, est-ce que j'estime que cette erreur, elle est due à ma responsabilité ou à la responsabilité d'autrui? En fonction de cette assignation, justement ce qu'on appelle du blâme ou du crédit, en fonction de cette assignation, les émotions, encore une fois, vont être différentes. L'important ici, c'est de comprendre 2 choses. Un, ce sont toutes les dimensions qui vont faire naître telle ou telle émotion, leur combinaison. La deuxième chose qui est importante, c'est de voir qu'un modèle qui a été conçu en se centrant sur l'individu, en fait, est complètement exploitable dans la dominante collective, c'est-à-dire dans l'étude de l'individu en tant que membre d'un groupe. Et donc du coup, ça rajoute d'autres dimensions, et ça rajoute encore de la complexité dans l'optimisation de la performance. Alors on s'est intéressé à ce sujet d'étude, finalement. La relation émotion-performance, mais en prenant en compte l'influence de l'autre. Alors l'autre, vous l'avez vu, je l'ai mis entre guillemets, parce que finalement, on ne sait pas trop ce que c'est l'autre à ce moment-là de l'intervention, et encore des connaissances actuelles, parce qu'il y a beaucoup d'acceptions de ce que peut être l'autre. Ça peut être, on verra tout à l'heure, un partenaire, mais comme ça peut être par exemple l'environnement parental quand on est chez des jeunes. Mais par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que quand on parle de la performance, on parle d'une systémie, d'un modèle systémique. C'est-à-dire que le modèle que je vous ai montré tout à l'heure, montrant le triptyque de base,
Dans la conception actuelle qu'on a de la performance en rugby plus particulièrement, ce n'est qu'une partie. Alors, c'est épais comme modèle, l'idée n'est pas de rentrer dans l'ensemble des dimensions, mais c'est de vous faire comprendre cette notion de systémie. En fait, quand on parle de modèle de la performance, quand on a modélisé la performance, il faut que vous regardiez ces 4 bulles qui sont ici, qui sont représentées là. C'est juste ça qu'il y a à comprendre, mais c'est pour vous faire comprendre justement cette complexité dans l'optimisation de la performance via la dimension mentale en sport collectif. En fait, ici, vous avez le joueur, donc c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Et puis, il y a la performance de l'entraîneur. Et puis, il y a la performance de l'équipe en tant qu'entité. C'est aussi un autre, entre guillemets. Parce qu'on sait que l'équipe, c'est un tout. Ça peut être un tout, en tout cas. Avec ses valeurs, ses normes et tout ce qui peut en régir. Et puis il y a la performance sportive ou fonctionnelle de la structure, et là j'évite de parler fondamentalement des performances économiques, bien évidemment. Tout ce qu'il y a à retenir ici, c'est qu'en fait il y a une espèce de combinaison qui se passe, une interaction qui se passe entre 4 acteurs majeurs de la performance et qui va rendre complexe l'influence de la performance. Je vous donne un exemple très très simple, c'est de dire, par exemple, je reprends l'exemple du 2 contre 1. Le 2 contre 1, vous observez qu'il ne sait pas jouer un 2 contre 1, ou en tout cas il l'a mal joué, ou il ne l'a pas joué du tout. Fondamentalement, vous pouvez aller sur les aspects techniques, ici, motrice. On va apprendre à fixer, on va apprendre à donner. On peut se dire, finalement, il sait faire ça, mais il ne sait pas le percevoir. Donc, du coup, on va sur les aspects plutôt cognitifs. On reste encore sur le même niveau. Puis, finalement, on s'aperçoit que il sait le jouer et il sait le voir, mais il ne sait pas le faire en compétition quand il est en situation de stress. Donc, du coup, on remonte d'un cran. Et on remonte... Pardon. Excusez-moi, j'ai trompé le bouton. On remonte d'un cran ici, où on va jouer sur la confiance en soi, la régulation émotionnelle, etc. Mais même si on va aller plus loin, l'idée c'est de se dire pourquoi il est tant sous stress, pourquoi il fait si peu face à la pression. Peut-être qu'on peut remonter d'un autre cran encore et de se dire que l'entraîneur est là et il met une trop grosse pression. Puis on peut se dire aussi pourquoi cet entraîneur qui quand même a conscience que la pression elle n'est pas forcément toujours positive et que en connaissant bien son joueur il devrait peut-être relever un peu la pédale comme on dit. Mais on s'aperçoit qu'en fait, c'est parce que la structure lui met une très grosse pression qu'il lui-même n'arrive pas à gérer, que du coup il la remet sur le joueur et qu'il n'est pas capable d'utiliser ses habiletés de base. Et au final, on travaille un 2 contre 1 en travaillant avec le président, pour faire simple. C'est caricatural, mais l'idée, c'est de vous montrer juste la complexité et la notion de systémie dans la performance. Mais vous remarquerez quand même qu'on en revient toujours à une chose, c'est l'importance de la gestion émotionnelle. Un président de club qui ne sait pas gérer ses émotions, qui la remet sur un entraîneur qui ne sait pas lui-même gérer ses émotions, qui la refoule sur son joueur, qui du coup a du mal à gérer ses émotions, on aura beau travailler comme on veut à l'entraînement, on n'optimisera pas la performance. Donc l'importance pour nous ici, c'est de bien faire comprendre ce triptyque de base de potentiel humain, et donc du coup de comprendre ce qu'est l'émotion, d'où elle vient et comment elle est influencée dans une dynamique de groupe. Alors quand vous vous rappelez des bulles qui se sont déclinées la dimension psychosociale, en fait, on a essayé de faire ça pour tout. Et on a essayé de se poser la question de est-ce que ces dimensions de ce qu'on appelle le processus émotionnel, est-ce qu'elles sont toutes déclinables à une dimension plus psychosociale, plus collective, si on peut faire simple. Par exemple, l'environnement. Je vous rappelle, on évalue la relation entre l'environnement et l'individu. L'environnement, c'est quoi? Alors, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans l'environnement, mais notamment les autres, ces fameux autres. C'est quoi l'autre? Est-ce que c'est l'audience, donc c'est-à-dire, est-ce que c'est le public, par exemple? Alors là, il y a tout un pan de littérature qui existe sur le jeu à domicile, le game location, comme on dit, l'influence, avec des résultats plutôt contradictoires, en tout cas disparates. On a les autrui significatifs, comme par exemple la présence des parents. On a les autrui dits coactifs, c'est-à-dire par exemple la relation entraîneur-entraîné, c'est-à-dire avec un autrui qui a une forme de pouvoir sur soi, une forme de contrainte. On a effectivement aussi les partenaires de jeu pour ce qui nous intéresse dans le sport collectif. Et là, on s'aperçoit que déjà, la dimension psychosociale, elle est fondamentale en sport collectif, mais il faut qu'on arrive à savoir pourquoi et où est-ce que ça va jouer sur ce processus émotionnel. Par exemple, on a mené une étude sur du rugby professionnel, toujours. Alors, l'ensemble de mes exemples quasiment iront sur le rugby, mais peu importe, quoi qu'il en soit. Et on s'est aperçu qu'en fait, dans ce qui influençait les émotions, il y avait plusieurs variables, comme le lieu de compétition, comme est-ce que c'était avant ou après une performance, comme le poste de jeu, la zone de terrain, bien évidemment. Mais il y avait aussi le degré de responsabilité, c'est-à-dire l'implication dans l'action. Et on s'est aperçu que si cette action était liée à moi ou était liée à autrui, ça influençait radicalement les émotions que je vivais. C'est-à-dire que, par exemple, je vous reprends l'exemple de l'erreur. Je loupe un plaquage, on se prend un essai, on perd le match.
Est-ce que j'estime que j'ai mal plaqué, j'ai mal défendu, ou est-ce que j'estime que oui, j'ai mal plaqué, j'ai mal défendu, mais c'est parce que mon coéquipier à côté n'a mal communiqué. Et auquel cas, du coup, la responsabilité n'est plus... Je m'implique plus la responsabilité, je l'assigne à quelqu'un d'autre, et là, l'émotion est fondamentalement différente. Alors, en absolu, on peut se dire, mais au final, à quoi ça sert ? À quoi ça sert de savoir quel type d'émotion il y a entre l'une et l'autre situation ? En fait, en termes d'optimisation de la performance, ça a une importance qui est cruciale, parce que si on apprend à la personne à bien s'auto-évaluer, parce que les défauts d'auto-évaluation peuvent rentrer là-dedans aussi, si on apprend à faire mieux face à la situation, en assignant, par exemple, correctement le blâme ou le crédit, on peut atteindre des émotions qui rentrent dans ce qu'on appelle une zone de performance, une zone de fonctionnement optimale, comme on dit, c'est-à-dire des émotions, faire vivre des émotions qui favorisent la performance avec un moindre effort. On sait que ça joue sur la nature des émotions. On sait aussi que quand la situation est assignée à quelqu'un d'autre ou est due à quelqu'un d'autre, ça joue aussi sur les formes de régulation. Et pour les mêmes raisons, c'est important de prendre ça en considération. En tout cas, dans l'idée principale à retenir, c'est que l'autre, et ici le partenaire de jeu, a une influence qui est capitale. Ici, je crois, de mémoire, c'était plus des 2/3 des émotions vécues étaient liées à une action d'un partenaire. Plus des 2/3. C'est-à-dire qu'on a plutôt intérêt à contrôler l'évaluation qu'on fait des performances d'autrui et l'assignation correcte du blâme ou du crédit. L'environnement, c'est aussi, je vous ai dit, l'équipe. L'autre, ça peut être aussi l'équipe en tant qu'entité. Alors là, on mobilise des concepts qui sont pas récents dans le domaine du sport, dans le domaine de la psychologie sociale, puisque ça date des années 80, en gros. Par contre, qui est ultra récent dans le domaine de la psychologie sociale du sport, de la psychologie du sport. C'est-à-dire qu'en fait, le gros problème qu'on avait, qu'on a encore à l'heure actuelle, tu me reprendras, Julie, si tu souhaites là-dessus, c'est qu'en fait, on avait tout un pan de littérature qui montre que les émotions, ça influence la performance, alors avec plein de critiques par rapport à ça qui sont possibles à faire. Et puis on avait aussi tout un pan de littérature qui nous disait la cohésion, la dynamique de groupe, ça influence aussi la performance. Et puis on n'arrive pas à faire ce lien, quoi. Il y a quelques études avec des corrélations qui peuvent être vraiment très très discutées par rapport à ça, il y a peu d'études qui mettent ce lien, et on sait qu'il y en a un en tant qu'entraîneur, parce que dans la présentation qu'on s'est faite, je suis aussi entraîneur, je suis passé par le giron fédéral, donc j'ai cette réflexion de terrain avant tout, et quand on est entraîneur, on sait qu'il y a un lien, entre cette foutue dynamique de groupe et puis les émotions qui sont vécues, et puis donc du coup ces performances, mais on ne sait pas comment le faire. Et dans la recherche, finalement, il faut aller dans le domaine de la psychologie sociale pour essayer de voir une dimension, une caractéristique qui peut nous expliquer ça. Et cette caractéristique, c'est ce qu'on appelle l'identité sociale. C'est ce que je vais expliquer ici par rapport à ce que j'ai dit, l'entité sociale, qui fait référence à ces processus identitaires. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que originellement, on a, pour différentes raisons, qui soient méthodologiques, je pense, parce que c'est très difficile d'accéder à la complexité finalement, et quand on est 30 bonhommes sur un terrain, c'est 30 fois plus... C'est des millions de fois plus complexe d'étudier un phénomène que quand il n'y en a qu'un. Et pour des raisons méthodologiques, je pense, et aussi de base théorique qui étaient très centrées sur l'individu, en fait, les relations émotion-performance, elles étaient centrées sur cette identité qu'on appelle subordonnée, cette identité personnelle. C'est-à-dire soi avec son prénom, avec ses caractéristiques personnelles. Mais on sait qu'en fait, une personne, nous tous ici, on a différents possibilité de s'identifier, de se catégoriser. Et en fait, les théories en psychologie sociale montrent qu'il y a 2 autres niveaux, dont l'un qui m'intéresse plus particulièrement dans mes travaux, qui est le niveau intermédiaire. C'est ce qu'on appelle l'identité sociale. J'irai pas sur le 3e, parce que c'est moins applicable au sport, en tout cas pour ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la performance. En fait, l'identité personnelle, ça peut être moi, Michael Campo, et puis l'identité sociale, ça peut être entraîneur de rugby. Mais ça peut être aussi chercheur en psychologie du sport. Ça peut être aussi homme. On a différentes identités sociales. C'est important que vous le compreniez, parce qu'en fait, on sait qu'en fonction de cette identité sociale, les émotions qu'on va vivre sont fondamentalement opposées. Alors, je prends une référence en psychologie sociale pour que vous compreniez bien. C'est une étude de Rydell, Smith et McKee qui ont montré qu'en fait, ils ont pris des étudiants américains et leur ont demandé
quel était leur ressenti émotionnel, ils ont mesuré quel était leur ressenti émotionnel vis-à-vis d'une population de policiers et vis-à-vis d'une population de musulmans. Les musulmans qui sont considérés comme ce qu'on dit un out-group, un exogroupe, depuis les attentats du 11 septembre. Et en fait, en fonction de l'identité des sujets qui sont étudiés, soit ils étaient catégorisés comme étant plutôt américains, soit ils étaient catégorisés comme étant plutôt étudiants, donc deux identités sociales différentes, les émotions étaient radicalement différentes. Et ils ont revu ça, toujours en psychologie sociale par exemple, sur de l'embauche. Une femme qui est en concurrence avec un homme, ils ont exactement les mêmes caractéristiques. Il n'y a rien qui les différencie, sauf le sexe bien évidemment. Même expérience, même compétences, etc. Ils sont sur la shortlist et à la fin, le directeur sportif, par exemple, pour un emploi dans le sport, va choisir l'homme. Si la femme qui n'a pas été prise à ce moment-là se considère comme étant une spécialiste de son domaine, elle sera peut-être déçue de ne pas avoir été capable de mettre ses compétences assez en avant. Et dans ce cadre-là, elle aura de la déception, un peu de tristesse, etc. Si par contre, à ce moment-là où elle n'est pas prise, elle se considère comme étant femme, donc elle active une autre identité sociale, là, c'est de la colère qu'elle aura. Parce qu'elle aura un sentiment d'injustice. Et en fait, ce qui est important à comprendre là-dedans, c'est les parallèles qu'il y a fondamentalement quand on est dans le sport collectif. Parce que des identités sociales, on en mobilise, mais alors un paquet. Et notamment, par exemple, celles qui viennent en tête le plus facilement, c'est par exemple, est-ce que je me considère comme étant un joueur de foot ou est-ce que je me considère comme étant un joueur du PSG, par exemple ? Et en fait, au moment où je vous parle, normalement, vous devriez comprendre que, par exemple, lors d'un derby, OM-PSG, si je me considère comme un joueur de foot, les émotions vont être différentes parce que je vais jouer contre d'autres joueurs de foot, donc à peu près de ma même famille. Si jamais je me considère comme un joueur de l'OM ou du PSG, peu importe le club, mais le joueur de mon club, là je risque d'avoir des sentiments ou des émotions d'hostilité, d'agressivité face à l'autre, parce que je joue contre un exogroupe, c'est-à-dire contre un adversaire. Et ça joue vachement parce que, en fait, quand on fait une préparation de match où là, on met en exergue l'identité du club, les valeurs, le maillot, etc., il faut juste savoir qu'en fait, vous êtes en train d'influencer. Mais on le sait puisqu'on le fait pour ça, finalement. On influence des émotions. Mais est-ce que ces émotions-là, elles sont favorables ou non à la performance ? Et c'est là la question. Alors, on a mené différentes études par rapport à ça, par rapport aux émotions. Et on voit que le terme d'émotion lui-même, alors au départ, on est sur des émotions individuelles, c'est très facile, mais dès qu'on se met à la dimension psychosociale, on s'élève à la dimension psychosociale, ça devient encore plus complexe, plus confus. On va voir, et peut-être vous-même en parler, d'émotions collectives, d'émotions de groupe. On entend émotions intergroupe, on va parler de contagion émotionnelle, on va parler d'émotions partagées ou d'émotions induites, d'émotions collectives. Et en fait, finalement, on parle de quoi ? Et à l'heure actuelle, on en parlait encore ce matin, c'est un des champs d'investigation à faire, c'est de mettre un peu de clarté là-dessus. Alors je vais essayer de le faire aujourd'hui pour que ça soit clair et que vous sachiez sur quoi on travaille. Quand on va parler des émotions intergroupes, finalement on parle des émotions en tant que membre d'un groupe face à un autre groupe. Quand on parle d'émotions partagées, c'est une forme de régulation où je vais partager mes émotions à l'autre, c'est-à-dire je vais en discuter avec l'autre, et généralement ça induit une forme de contagion qu'on appelle un peu cognitive, là où la contagion, donc c'est-à-dire les aspects un peu collectifs, est plutôt primitif, c'est-à-dire que je vois l'autre qui est dans tel état émotionnel et du coup ça me met dans cet état émotionnel. Le dernier, celui qui est plus haut, la notion d'émotion de groupe, c'est ce qu'on appelle le social appraisal, c'est-à-dire je perçois mon groupe en tant qu'entité, comme par exemple stressé. Là, dans les interviews qu'on peut faire avec les joueurs, par exemple, quand ils sont sous les poteaux, quand on vient de prendre un essai, ils sont sous les poteaux et disent moi ça allait bien, mais je sens mon groupe il est vachement stressé. Ou je sens le groupe là, ça se délite, ils sont en train de s'énerver et tout. Et en fait, il n'y a personne qui est identifié. Ils considèrent le groupe comme étant une entité. Et pourquoi c'est important ? Parce que ces émotions de groupe, on allait les tester dans une étude préliminaire, où je vous passe la méthodologie pour le faire, mais en fait, on a mené deux analyses statistiques. La première, c'est qu'on a pris en compte la performance, mesurée d'une façon qui respecte le modèle systémique, avec 4 experts qui mesurent ça, pour essayer d'avoir la valeur la plus précise de la performance, ou la plus adéquate.
Et puis, on a rentré l'influence des émotions, on a rentré les émotions comme une variable. Et on s'est aperçu que les émotions individuelles, effectivement, influençaient la performance. On confortait la littérature par rapport à ça. Et de mémoire, je crois que c'était uniquement l'anxiété et la colère qui avaient des effets qui étaient défavorables pour la performance en rugby sur les matchs qu'on a étudiés. Hein. Bien entendu, c'est pas généralisé. Et puis après, on a rentré une autre variable qui sont les émotions de groupe. C'est-à-dire qu'on a fait évaluer en même temps que leurs émotions individuelles, on a dit, à ce moment-là, comment est-ce que tu perçois ton groupe ? Et donc, ils ont évalué leur groupe en tant qu'entité. C'est-à-dire que moi, je me sens anxieux, mon groupe, je le sens peut-être aussi anxieux ou je le sens plutôt serein. Vous imaginez que déjà, si moi je suis anxieux et que je sens mon groupe qui est serein, ça peut déjà avoir une importance qui est capitale pour moi. Donc, on a rentré ça, on a rajouté cette variable dans l'analyse de statistiques. Et en fait, on s'est aperçu que quand les deux variables, émotion individuelle et émotion collective ou émotion de groupe, vous voyez que déjà, même là-dessus, même moi je suis confus, quand on rentrait ces deux variables dans le modèle statistique, en fait, on s'est aperçu que les émotions individuelles, c'est-à-dire les émotions de la personne, n'avaient plus d'influence sur la performance. C'était uniquement les émotions que je percevais de mon groupe. En d'autres termes, plus terrain, ça voudrait dire qu'il est plus important que mon groupe se montrent de telle ou telle manière d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire que même s'ils sont dans le stress, on va essayer de montrer, je ne sais pas, des attitudes plutôt positives, plutôt sereines, plutôt que d'essayer de réguler moi-même mes propres émotions à titre individuel. Alors bien entendu, c'est à prendre avec des pincettes, ce n'est qu'une seule étude qui reste à confirmer, mais en tout cas, c'est ce que ça nous fait dire. D'un point de vue terrain, on a mis en place certaines choses avec le rugby, où on a mis ce qu'on appelle des codes de communication. Alors les codes de communication, c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est on va leurrer chacun des membres de notre groupe, et puis en même temps les adversaires, sur des attitudes qui sont peut-être pas celles qui reflètent vraiment notre état interne. Mais l'idée, c'est que chacun d'entre nous montre qu'on est plutôt serein ou qu'on perd pas le pied, etc. Et on a codé les comportements pour que justement on essaie d'avoir cette influence des émotions de groupe. Je ne sais pas si je suis très clair par rapport à ça, moi ça me parle parce que je l'ai mis en place, mais si jamais vous voulez des précisions par rapport à ça, ce sera avec plaisir que je le ferai. Donc ça, c'est un premier type d'émotion. Le deuxième type d'émotion, je vous ai parlé, ce sont les émotions intergroupes, les émotions vécues à titre de membres du groupe. Alors, vous voyez ici différents résultats. Pour faire très simple, on a vu que l'identité sociale influençait aussi dans le domaine du sport les émotions. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit en psychologie sociale sur la personne qui était employée ou pas, sur les étudiants américains, en fait, il s'avère que le modèle théorique qui s'appelle la théorie des émotions intergroupes est complètement applicable au milieu sportif. Et encore plus, vous imaginez, au sport collectif. Quand vous regardez le deuxième résultat ici, Club Social Identity Predicted Higher Negative Affect, en fait, c'est exactement la même chose que ce que je vous ai dit avec les étudiants américains. En fait, on a reproduit l'étude en mettant deux identités. Est-ce que vous vous sentez plutôt comme membre de votre club ou plutôt comme membre de votre sport ? Et on s'est aperçu que les mêmes résultats apparaissaient, à savoir quand on a les athlètes qui s'identifiaient davantage comme étant membres de leur club plutôt que comme membres de leur discipline, c'est-à-dire que l'identité activée principalement était celle du club, généralement avant les compétitions, ils ressentaient davantage d'affects négatifs, d'émotions négatives, désagréables face à l'opposant, face aux adversaires. Et alors ça questionne. Ça questionne parce que si jamais je reprends un résultat, encore une fois, c'est pas généralisé, ce sont que des résultats comme ça, il en faut beaucoup plus bien évidemment, mais ça donne des perspectives qui sont passionnantes en termes d'optimisation de la performance. Si on reprend le résultat où je vous ai dit, on a vu que par exemple dans le rugby, sur notre étude, seule par exemple la colère individuelle influençait la performance, comme par exemple sur ces matchs de Pro D2 où ça diminuait la performance. Imaginez maintenant que le discours de l'entraîneur avant un match, sur une préparation de match, il est axé sur les valeurs, le maillot, l'identité au club, etc., etc., etc. Eh bien en fait, théoriquement, si on prend ces résultats, ça voudrait dire que je vais influencer le fait de ressentir de la colère vis-à-vis de mes adversaires. Et donc, si la colère est négative ou est dysfonctionnelle pour la performance, le fait de renforcer les valeurs du maillot, etc., ici serait peut-être dysfonctionnel, en tout cas ne permettrait pas d'optimiser la performance. Alors j'ai bien conscience qu'en disant ça,
je vais à l'encontre de beaucoup de pratiques d'entraîneurs en sport collectif, et moi le premier, parce que quand je vais préparer une équipe, je vais adorer faire ça, ce côté valeur, ce côté maillot, ce côté identité, sur des valeurs en plus sur lesquelles je crois fortement. Mais fondamentalement, si on a d'autres résultats qui apparaissent comme ça dans la littérature, il faudra quand même se poser la question. On a vu aussi que l'identité sociale était parfois amenée à plus de performance. Alors là aussi, c'est des résultats qui peuvent venir se contredire. Mais l'idée, c'est juste vous faire comprendre qu'il faut prendre en considération l'identité sociale pour comprendre la relation émotion-performance. Quelque chose dans un point qui est encore en débat à l'heure actuelle, une hypothèse qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, que théoriquement, un individu rejette ou essaie de s'éloigner, plus ou moins consciemment, de l'identité qui est la moins valorisante. Parce que cette identité, la moins valorisante, va amener à des émotions qui sont négatives. Si jamais on a une personne qui... ou si jamais, on prend le cas d'une équipe qui perd. On perd. Souvent, en tout cas chez nous, une des réactions qu'on a, vous me contredirez si jamais c'est pas le cas, mais on a souvent observé des entraîneurs qui, par réflexe, vont essayer de repasser par la dynamique de groupe pour essayer justement de mettre tout le monde sur un projet commun et qu'on aille sur de la performance. Et en fait, faire ça, théoriquement, ferait que de remettre une identité qui n'est pas valorisante chez les personnes, et donc du coup favoriser des émotions qui sont dysfonctionnelles, et donc du coup les rendre moins performants. Ça voudrait dire que par exemple dans une situation où on perd et que l'identité du groupe n'est pas assez valorisante, il faudrait peut-être repasser par un niveau personnel, c'est-à-dire valoriser l'individu lui-même, le mettre dans des bonnes conditions personnelles, si je peux m'exprimer comme ça, pour qu'il regagne en confiance sur des émotions, qu'il revive des émotions plus fonctionnelles, qu'ils les amèneront tous individuellement à plus de performance, ce qui va faire que peut-être on renouera avec un peu plus de performance et de victoire, ce qui va faire que l'identité du groupe va être plus positive, et à ce moment-là, on pourra jouer sur des stages de cohésion et autres stratégies de team building. Voilà les genres de réflexions que la mobilisation de ce concept théorique nous amène dans le cadre de l'optimisation de la performance. On s'aperçoit aussi, ce sont des études qui sont en cours en ce moment, on s'aperçoit que ça joue sur la perception sur la direction émotionnelle, mais je vais passer rapidement là-dessus, mais par exemple sur les comportements de transgression. On a fait une étude, alors là en laboratoire très clairement, mais on s'est aperçu, alors avec surprise, que ceux qui étaient sur des identités personnelles trichaient plus. Ça aussi, ça nous amène à réfléchir. Parce que si vous avez la connaissance de votre groupe quand ils sont dans une identité sociale, une identité personnelle par rapport à leur comportement, ça peut aussi expliquer le pourquoi on a des joueurs qui ne respectent pas le règlement alors que normalement ils le connaissent finalement. Donc, on voit cette influence des processus identitaires, et j'ai envie de vous dire, à l'heure actuelle, sur la dominante émotion et performance collective ou performance en groupe, c'est certainement le concept théorique qui nous amène le plus de réponses et qui est de loin, à mon sens bien évidemment, le plus passionnant. On voit aussi que ça joue sur la régulation, alors ce qu'on appelle la régulation interpersonnelle. En gros, la régulation interpersonnelle, ici, la régulation interpersonnelle ou la régulation, on va y arriver, c'est ce qui apparaît ici. C'est-à-dire qu'en fait, on évalue la situation, pour reprendre le modèle, on évalue la situation, on vit certaines émotions et on essaie d'y faire face avec différentes stratégies, qui peuvent être des stratégies de diminution d'émotions désagréables ou des stratégies d'augmentation des émotions agréables, ou l'inverse. On peut essayer aussi de diminuer des émotions agréables, quand je suis par exemple trop serein, ou augmenter des émotions désagréables quand je suis par exemple pas assez stressé. Donc la régulation émotionnelle, c'est tout ce pan-là. Et comme les émotions, ça a été très investi d'un point de vue individuel. On connaît beaucoup de choses sur les aspects individuels de comment est-ce que je peux réguler mes propres émotions. C'est ce qu'on appelle aussi le coping, sans faire de distinguo ici d'un point de vue théorique. Donc cette régulation émotionnelle, on a pu voir qu'elle se déclinait, comme je vous dis, à la dimension interpersonnelle. En fait, on a étudié, ici c'était des moins de 21 ans élites, ce qu'on appelait les Rachel à l'époque, où on a fait toute une étude expérimentale en situation réelle.
qu'on appelle une situation écologique, et on a regardé un peu ce qui se passait dans les types de régulation, et on a étudié des professionnels aussi dans des situations réelles de match où on les a interviewés. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qu'on s'est aperçu, c'est que pour réguler leurs émotions, naturellement, les joueurs faisaient part de l'action d'autrui. C'est-à-dire qu'ils faisaient part de « moi, j'ai rien fait, mais par contre, mon partenaire est venu réguler mes émotions ». Alors, avec différents succès et échecs par rapport à ça, on pourra y revenir. Et donc, le résultat, pour faire très bref, montre qu'il y aurait un continuum d'implication de l'individu dans sa façon de réguler. C'est-à-dire que est-ce que je suis complètement impliqué, il n'y a que moi qui régule, est-ce que je co-régule avec une autre personne, ou est-ce que je ne fais rien, c'est l'autre qui vient réguler mes émotions à ma place. Chez les partenaires, ça se passe beaucoup. Quand on parle à des entraîneurs, fondamentalement, ça nous parle aussi, puisque c'est ce qu'on fait à chaque fois quand on essaye justement de motiver, pour faire simple sur des termes qu'on utilise sur le terrain, mais de motiver les mecs, d'arriver à les rendre plus agressifs, etc. On régule tout simplement leurs émotions. Alors il faut juste savoir que ça, il y a des cadres théoriques qui encadre justement cette pratique-là. Et on a pu voir qu'au-delà de cette régulation interpersonnelle, sur ces différentes formes, qu'il y avait des réelles influences sur la performance. Alors encore une fois, c'est des études qui sont préliminaires. Là, vous avez vraiment les derniers travaux qu'on a pu mener. Donc encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. C'est juste pour soulever la réflexion. En tout cas, j'ai pas plus de prétention que ça aujourd'hui. L'idée, c'est d'arriver à voir ça. Et par exemple, là, c'était sur un cycle d'EPS. Alors j'ai entendu qu'il y avait 2 profs d'EPS tout à l'heure qui étaient ici. Ça peut peut-être vous parler. On a fait une situation où le prof d'EPS sur un cycle de 4 séances de volleyball devait, pour un groupe, réguler, alors ce qu'on appelle sur du déploiement intentionnel. Grosso modo, c'est uniquement du feedback technique, c'est-à-dire qu'on centre l'individu sur les aspects techniques ou les aspects de l'exécution motrice. Et pour l'autre groupe, uniquement sur ce qu'on appelle du changement cognitif, c'est-à-dire on n'est que sur la valence émotionnelle, c'est-à-dire la dédramatisation, on joue sur les valeurs de la présale que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, vous pouvez vous apercevoir qu'on a eu un effet qui était significatif sur la performance, lors notamment des 2 dernières séances où là, on voit l'écart qui se creuse avec le changement cognitif. C'est-à-dire quand le prof de PS ici a régulé les élèves uniquement avec de l'encouragement, de la dédramatisation, etc. Et pas du tout, pas une seule fois sur les aspects techniques. C'est des résultats qui se sont reproduits sur d'autres études, toujours en EPS, et on a vu des résultats encore plus importants quand les deux étaient mélangés. Donc, grosso modo, on a des influences qui sont fortes on a des intérêts qui sont forts à contrôler le comment est-ce que je régule l'autre dans le cadre de l'optimisation de la performance. Puis alors, si on parle de la relation entraîneur-entraîné ou prof-élève, bien évidemment, on verra tout de suite l'intérêt que ça a en sport collectif quand les mecs, je m'excuse parce que je suis toujours avec des publics masculins, j'ai toujours les mecs. Donc quand on a les joueurs ou les joueuses qui sont en train d'interagir finalement en compétition et que ces interactions-là, elles sont parfois maladroites. Je vous parlerai à la fin de cette intervention de l'intelligence émotionnelle. On travaillait justement sur cette thématique de la régulation interpersonnelle et j'ai la vidéo de 2 joueurs, donc en top 14, 2 joueurs qui interagissaient entre eux. Il y en a un qui vient de faire une erreur assez lourde, et l'autre qui vient le secouer, on va dire ça verbalement. On le voit très clairement, le langage corporel le trahit à ce moment-là, mais peu importe. J'ai celui qui a fait l'erreur en entraînement, puisque c'était une séance que je faisais avec eux, et cette personne-là me dit, là je fais une erreur, je suis pas trop bien, j'essaie de réguler, et en fait là j'ai l'autre, donc là c'est un talonneur qui vient, et là il dit, il me fracasse, et là il m'enterre plus bas que terre, j'arrive pas à m'en remettre. Et j'ai la chance à ce moment-là d'avoir l'autre protagoniste 2 heures plus tard. Donc je fais voir la même vidéo et qui me dit, là je le vois, alors je vois qu'il n'est pas très bien, donc il a une bonne évaluation de son état émotionnel, et là par contre je viens et là je le motive à fond. Et là, on voit un défaut de régulation interpersonnelle. Et ça se passe tous les jours sur un terrain. Et c'est comme ça qu'on a des fois entre eux, alors que ce sont des coéquipiers, et des fois avec des bonnes raisons, avec des raisons saines, c'est-à-dire essayer d'aider l'autre, finalement on est très maladroit et on l'enfonce. Et ça, l'idée c'est d'arriver, quand on prend en compte la dimension psychosociale du processus émotionnel, c'est aussi prendre en compte ces interactions-là pour essayer de travailler avec les joueurs à mieux connaître l'autre, puis aussi à mieux réguler l'autre. Et vous imaginez bien que c'est aussi important pour l'entraîneur. Alors, derrière
derrière ça, il faut savoir qu'on a eu un autre résultat qui étudiait les buts. Pourquoi je régule l'autre? Et si on a des comportements qui sont apparemment altruistes, c'est-à-dire que je fais ça pour l'aider, en fait on s'aperçoit que très souvent quand même il y a des aspects qui sont assez égocentrés. C'est je fais ça pour l'aider parce que s'il n'est pas bien, moi derrière j'ai pas le ballon et je peux pas performer. Ou ça va nuire au but de l'équipe. Et si jamais je suis identifié à l'équipe, du coup, ça va nuire à ce qui est important pour moi. Il y a toujours une part d'ego qui est très importante là-dedans, et ça aussi, c'est encore exploré. Donc, sur les dimensions psychosociales du processus émotionnel, pour résumer, l'influence des processus identitaires, l'existence de différents types d'émotions qui peuvent influencer la performance, peut-être plus que ses propres émotions, et la présence d'une régulation interpersonnelle. Ce qui fait que le modèle que je vous ai montré au début, qui était le modèle de Lazarus, a été complété avec l'influence de l'identité de groupe, avec la régulation émotionnelle qui peut devenir interpersonnelle. On n'a pas étudié l'outgroup, c'est-à-dire qu'on n'a pas étudié l'adversaire. Mais si vous imaginez bien que si je suis capable de réguler les émotions de mes coéquipiers, je suis aussi capable d'induire une certaine émotion chez les autres. Et si on arrive à le contrôler, là, en termes d'optimisation de la performance dans ce domaine-là, on est au top, vraiment. Mais c'est ce que font les joueurs naturellement. Quand on a un demi de mêlée qui commence à agacer l'autre qui est en train de mettre le ballon dans la mêlée, fondamentalement il est déjà là-dedans dans j'essaie de réguler les émotions de l'autre. Alors après, une notion d'éthique on discutera pas aujourd'hui, mais en tout cas c'est des voies d'optimisation de la performance en sport collectif qui sont ultra prometteuses. On a montré aussi que les émotions individuelles, s'il n'y avait pas que ça, il y avait les émotions de groupe, et on a pu voir aussi finalement que la performance, on a pu voir, en tout cas on peut se douter que quand on prend en compte l'influence sur la performance, il faut aussi prendre en compte la performance collective. On s'est aperçu que quand on mobilisait l'identité sociale, on avait des joueurs qui étaient plus performants d'un point de vue collectif, c'est-à-dire quand on a mesuré la performance collective en tant qu'entité, mais on avait aussi une mobilisation du potentiel, c'est-à-dire que quand on additionnait ou quand on moyennait l'ensemble des performances individuelles, elles étaient égales à la performance du groupe en tant qu'entité. Dans une identité personnelle, on s'est aperçu que la moyenne des performances individuelles était plus élevée que le rendu collectif, si je peux faire simple comme ça. Et donc du coup, le fait de s'élever à l'identité sociale, ici dans cette étude, avait montré aussi une optimisation du potentiel. Alors, ça nous a donné, il y a quelques années, ce titre de processus émotionnel interpersonnel, qui n'était pas forcément bien utilisé ou en tout cas le titre interpersonnel n'était pas utilisé à bon escient. On va plutôt maintenant parler de modèle des dynamiques relationnelles du processus émotionnel. Et dans les dernières études que l'on a mobilisées, on a essayé d'inverser un peu ou d'étudier une temporalité qui était un peu différente. C'est-à-dire que pour l'instant, on a beaucoup parlé de identité, émotion, régulée, re-émotion et performance. C'était à peu près linéaire. En fait, on s'aperçoit que le modèle est beaucoup plus récursif que ça, il est beaucoup plus complexe que ça, et on a voulu savoir ce qui se passait avant. Et pour l'instant, on est en train de mener une étude sur l'influence de l'effort. Alors, le postulat théorique est le suivant, c'est-à-dire que dans les situations extrêmes, normalement, l'individu est censé partager ses émotions. En situation de préparation physique, on peut connaître certaines intensités qui pourrait être apparenté au même processus qu'on peut retrouver dans les situations extrêmes, c'est-à-dire vivre certaines émotions qui ne sont pas forcément agréables, peu importe, mais en tout cas arriver à partager. En fait, au travers de la préparation physique, au travers d'une cible d'effort, arriver à faire émerger certaines émotions pour qu'elles soient partagées et donc du coup profiter de la préparation physique pour améliorer la dynamique de groupe. Même si ce sont des études, une étude qui est préliminaire et avec toutes les précautions qu'on peut faire là-dessus, c'est avec un doctorant que j'encadre, on s'est aperçu qu'en fait l'intensité jouait sur le nombre de communications entre les membres du groupe qui faisaient la préparation physique. On s'est aperçu aussi qu'on a utilisé les emblèmes. Alors les emblèmes, c'est une signature comportementale des émotions. C'est très critiquable, on peut l'entendre, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux. Donc, on a utilisé ça. Grosso modo, des signes d'encouragement quand ils se tapaient dans la main à la fin d'une séance. Et on s'est aperçu que ceux qui finissaient à 100% par rapport à d'autres qui étaient contrebalancés et qui finissaient par exemple à 80%, c'est-à-dire qu'ils ont fait la même charge mais dans des agencements différents, on s'est aperçu que non seulement ils communiquaient plus, mais ils communiquaient plus vers les autres groupes. Et ça devient vachement intéressant parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est-à-dire que l'intensité pourrait amener à mobiliser ou à changer les identités sociales. C'est-à-dire que je me retrouve, parce que j'ai fini à 100% par rapport à d'autres qui sont moins fatigués que moi, par exemple,
pourrait me faire mettre un statut plus élevé, me faire considérer comme un statut plus élevé dans le sens où moi j'ai fini à 100% et moi je suis fatigué, et donc du coup j'ai plus d'émotions, et donc du coup je vais plus partager. C'est encore un peu brumeux, j'ai envie de vous dire, ces conceptions et ces liens de causalité, parce que finalement on ne le sait pas, on ne sait pas trop qui influence quoi, mais en tout cas on sait qu'il y a quelque chose qui se trame par rapport à ça, et ça nous fait aller vers des perspectives d'influence de la préparation physique sur l'optimisation de la dimension mentale en sport collectif, notamment sur la dimension dynamique de groupe. Ce sont des perspectives, même si encore une fois elles sont à prendre avec précaution. La dernière étude que je peux vous faire part dans cette même dynamique, c'est une étude, alors là pareil en laboratoire, donc c'était sur un jeu de fléchettes tout simplement, mais c'est la tâche, peu importe. En fait, on a induit une identité sociale positive, c'est-à-dire que grosso modo, on a valorisé les personnes d'une manière expérimentale sur une identité d'appartenance et une identité sociale positive. Logiquement, on aurait dû avoir plus d'émotions positives. Ça, théoriquement, c'est le cas. Et en fait, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. On s'est aperçu qu'effectivement, les émotions changeaient avant et après induction. Donc, c'est là, ces 3 temps-là qui sont ici. On avait un changement émotionnel, ce qui valide l'influence de l'identité sur les émotions. Mais surtout, ce qu'on a vu, c'était que ceux qui étaient déjà dans un état émotionnel positif, favorable, avaient encore plus d'émotions favorables. Par contre, ceux qui étaient dans un état émotionnel désagréable, étaient encore plus dans un état désagréable. C'est-à-dire que ça avait un effet d'amplificateur de l'état initial. Et donc, si j'en reviens encore une fois à cette préparation de match où on va valoriser, même si vous êtes sur une identité sociale positive, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on fasse attention déjà à l'état de base des émotions et qu'il faudrait arriver à singulariser un peu notre préparation en fonction de ceux qui sont plutôt, allez pour faire simple, dans le doute, dans l'anxiété ou peut-être même dans la colère, et ceux qui sont plutôt dans des états positifs, agréables, de sérénité et autres émotions qui seraient censées être favorables à la performance. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, voilà les interventions que ça peut nous envisager de faire. Pour terminer, donc du coup, on a des perspectives de travail, notamment sur la contagion émotionnelle, où on a des problématiques méthodologiques de savoir comment mesurer. On a un questionnaire de régulation qu'on veut mettre en place, qu'on est en train d'élaborer, mais ça, c'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus. Alors, je vais aller sur le 3e point. Le 3e point, c'est la dimension plus globale. C'est-à-dire que là, vous avez vu, on a pris tout le processus émotionnel, j'ai pris toutes les dimensions, on les a disséquées dans tous les sens, et finalement, ça manque un peu de totalité, de globalité, d'ensemble. Et en fait, il y a une théorie, un concept théorique qui s'appelle l'intelligence émotionnelle, qui apparaît maintenant dans le domaine du sport, qui consiste, pour faire très très simple encore une fois, qui consiste en la capacité d'un individu à être capable de reconnaître ses émotions correctement, de bien les réguler, mais d'être aussi capable de réguler celles d'autrui et de bien les réguler. Typique dans le cas entre le talonneur et l'ailier dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui le régulait mal. Et donc en fait, ce concept théorique nous amène justement à avoir une vue plus globale de la dimension psychosociale du processus émotionnel et de sa relation à la performance. Donc on a essayé d'investir ce domaine-là, puisqu'on a eu des études qui ont montré le lien avec la performance, en sport individuel comme en sport collectif. On a fait une première étude auprès de de rugbyman professionnels sur un programme en individuel. On a vu, là vous avez juste un exemple sur un joueur, où vous pouvez voir, par exemple, il faut vous attarder sur les lignes noires, pointillé et continu. Pointillé, c'est en 1, et, c'est en pré, et continu, c'est après les 6 séances d'entraînement. C'était en individuel, on a vu des augmentations, pas sur tout, pas sur le niveau global d'intelligence émotionnelle, mais pour des raisons qui sont plutôt d'ordre fonctionnel ou organisationnel de notre part, parce que avoir 30 joueurs, avoir individuellement, vous êtes aussi bien placé que moi pour savoir que ça prend beaucoup de temps, et des fois on voyait des joueurs à 1 mois et demi d'intervalle, on perdait les effets, en tout cas les effets escomptés. Donc même si on a eu des petits effets, on était quand même un peu perspicace par rapport aux résultats auxquels on s'attendait. Donc on a tendu vers l'élaboration d'un programme de développement d'intelligence émotionnelle plus adapté aux contraintes du haut niveau, c'est-à-dire par exemple des contraintes de préparation sur regroupement, par exemple de regroupement de 15 jours. Et ce qu'on a mis en place, c'est on a élaboré un programme d'intervention adapté au sport encadré, qui se fait sur 15 jours, à peu près une séance tous les 2 à 3 jours, toujours sur 6 séances, toujours sur le même modèle que je ne vous explique pas aujourd'hui parce que ça serait trop long, mais en tout cas qui est surtout très simple et à destination des entraîneurs. C'est-à-dire que pour moi, l'intérêt c'était de construire un modèle,
un programme qui fonctionne, mais dont on n'a pas besoin de moi pour pouvoir le mettre en place. C'est-à-dire que si je forme un entraîneur pendant 2 ou 3 heures, il sera capable de le mettre et de l'implémenter, ce programme. Et c'est ce qu'on a testé. Donc c'est ce qu'on est en train de travailler avec justement la Fédération française de rugby, sur un projet qu'on a déposé ici et dont on attend les réponses. Et on a testé ça en attendant sur une étude préliminaire avec des nageurs, des nageuses même plus particulièrement. Et on s'est aperçu, c'était des jeunes nageuses, on s'est aperçu qu'en 15 jours, on a été capable de développer ce qu'on appelle le trait d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire une tendance stable, c'est-à-dire que ce n'était pas momentané, c'est-à-dire que c'est une vraie qualité qu'on a eue sur le long terme, que ces effets perduraient sur les 6 mois de compétition qu'on a étudiés, qu'on a suivis par la suite, et que ça protégeait ces joueuses d'une perception menaçante de la compétition. Donc des résultats ultra encourageants parce que adaptés aux contraintes du terrain, adaptés aux exigences de l'optimisation de la performance à haut niveau, et qui en plus s'adapterait justement à l'implémentation par un entraîneur, là où à la Fédé, on est plus sur le fait de dire que l'entraîneur est quand même celui qui a le plus d'impact sur la dimension mentale, et que dans ce sens-là, il faut qu'on puisse le former et qu'il sera réellement armé pour pouvoir justement optimiser la dimension mentale, et notamment sur les aspects psychosociaux du processus émotionnel en sport. Voilà, j'espère que j'ai tenu le temps, et si vous avez des questions, je suis disponible pour essayer d'y répondre. Merci beaucoup, Mickaël. Est-ce qu'on va se laisser un temps de questions entre les deux intervenants? Est-ce que vous avez des questions? Il y a beaucoup de choses, hein, on est d'accord. C'était une présentation très dense sur des concepts sur lesquels on n'est pas encore tous familiarisés parce que c'est des travaux qui sont assez récents, finalement. Oui. L'idée, au-delà d'aller dans les détails, c'est fondamentalement c'est de comprendre que se centrer que sur l'individu, surtout quand on est dans un sport collectif, mais vous verrez que c'est vrai aussi en sport individuel parce que les identités sont mobilisées, mais surtout quand on est dans un sport collectif, se centrer sur le soi nous amène à ne pas comprendre fondamentalement ce que c'est que le vécu émotionnel. Et l'idée, c'est juste comprendre que les interactions, elles sont complexes, mais c'est aussi passionnant, et c'est là-dessus qu'on va aller sur l'optimisation de la performance, dans cette dimension-là, bien entendu. C'est l'idée majeure à comprendre. En fait, comme c'est enregistré, c'est... Ah ouais, merci. Oui, bonjour. J'aimerais revenir sur une notion dont vous avez parlé tout à l'heure et qui me semble intéressante. C'est l'assignation à soi ou à l'autre. Oui. Voilà. Quelle influence ça peut avoir sur les émotions en fonction parce qu'on s'aperçoit souvent que les joueurs, certains ont tendance à s'attribuer des choses dont ils ne sont pas responsables et d'autres à se dédouaner de responsabilité sur les partenaires. Quelle influence ça peut avoir véritablement? Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Ah oui, complètement. En fait, si vous voulez aller sur des connaissances par rapport à ça, on peut aller sur tout ce qui est le champ de ce qu'on appelle les attributions causales. Parce qu'en fait là-dedans, il y a beaucoup de champs connexes qui existent et qui sont justement qu'on essaie de rassembler là-dessus. Et donc les attributions causales, on est complètement dedans. Et Weiner, il a montré ça, qu'il y a différentes dimensions. Est-ce que la cause qui est attribuée, est-ce qu'elle est stable ou pas stable dans le temps? Est-ce qu'elle est due à moi ou pas? Et donc en fonction de ces caractéristiques-là de l'attribution causale, donc là c'est l'assignation tout simplement, et en fonction de la situation, donc par exemple un échec ou une réussite, ça peut aider la personne à par exemple renforcer des émotions agréables, par exemple je viens de faire une réussite et je me dis que c'est grâce à moi qu'on a gagné par exemple, ou c'est pas quelqu'un d'autre qui a fait que j'ai bien plaqué par exemple. Ça va renforcer par exemple ce sentiment de compétence et donc du coup les émotions qui vont avec. Si par exemple je me dédouane comme vous dites, ce qui arrive souvent, ça peut être aussi une forme de régulation dans le forme d'une protection d'un effet nocif. Alors toute la question et la complexité quand on manage un groupe, c'est aussi les comportements qui sont socialement acceptés. Parce que toujours me dire, je suis pas fouteux et peut-être que je me trompe en disant ça, mais je donne souvent l'exemple et a priori j'ai pas trop tort sur mon évaluation, mais on voit souvent ça dans les comportements non-verbaux des gardiens de foot. Ils viennent de se prendre un but, la première des réactions souvent c'est boum, je vais engueuler ma défense. Et après, on a la réflexion derrière, où c'est peut-être pas ça. Et en fait, on a des stratégies comme ça qui sont plus ou moins inconscientes, ça on le sait pas forcément encore, qui peuvent arriver à protéger l'individu d'émotions qui seraient pas acceptables à ce moment-là. Donc effectivement, ça a un vrai lien sur les émotions. Quant à te dire ça plus ça égale telle émotion, on pourra jamais. Celui qui le dit, c'est qu'à un moment donné, il n'est pas au courant fondamentalement de la complexité des théories émotionnelles. Mais effectivement, il y a quelque chose à travailler. Et là, j'irais plus
si j'avais 2 axes de travail, le premier, ça serait déjà de travailler la bonne capacité, ce qu'on appelle les capacités métacognitives, c'est-à-dire la capacité à bien s'auto-évaluer. Parce que déjà, on a des joueurs, et notamment quand on est sur la formation jeune, puis même des fois chez les pros, hein, on s'aperçoit qu'ils ont une perception de leur performance qui est des fois hallucinante. Et si on n'est pas du tout dans la réalité, si on peut parler d'une réalité, donc déjà apprendre à bien s'auto-évaluer, ce qui peut déjà permettre d'éviter des biais et justement des émotions dysfonctionnelles qui n'auraient pas lieu d'être. Puis après, un autre axe de travail, c'est aussi de travailler avec l'entraîneur, à être capable de bien contrôler ces ensembles d'assignations, donc ces ensembles de dimensions de l'attribution causale, si tu veux, pour se dire, voilà, là je sens que le joueur il est pas bien, bon, je vais faire simple, qu'il est pas bien parce qu'il a fait ça, effectivement la situation voudrait que je lui passe une grande brasse et puis que je lui dise qu'effectivement il a fait une contre-performance, mais si je fais ça, je sais que je vais détruire en termes de sentiment de compétence, confiance en soi, etc. Du coup, je vais peut-être assigner à quelqu'un d'autre, pas à quelqu'un d'autre, mais peut-être à la globalité, en disant, oui, tu as fait une erreur, mais il y a quand même tout un tas d'explications avant toi pour essayer de le protéger. Et là, on a un rôle de régulation interpersonnelle. C'est comme ça qu'on peut faire le lien aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je vais m'en octroyer une. Je voudrais qu'on revienne sur la notion de valeur. Tu t'en as un petit peu parlé avec les processus, on va dire, le processus identitaire. Je trouve que dans les sports collectifs, c'est quand même, enfin, dans le sport en général, nous, quand on va travailler sur le terrain, on peut beaucoup activer cette notion de valeur comme un processus identitaire, mais aussi sur les aspects motivationnels, d'engagement de l'équipe. Tu avais tendance, mais c'est peut-être moi qui ai mal compris, à dire que finalement ça induisait des émotions à l'encontre de l'adversaire qui étaient plutôt des émotions dysfonctionnelles. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on repère à chaque fois ? Parce que j'ai pas forcément... non, encore une fois, la première des choses, il faut vraiment que ce soit clair pour tout le monde, hein, ces études-là que je vous montre sont des études qui sont préliminaires, des fois... en cours, il faut surtout pas généraliser. L'idée, c'est vraiment qu'on arrive à se poser la question. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en psychologie sociale, ce qu'on sait, c'est que logiquement, quand on est face à un out-group et qu'on est identifié au groupe, logiquement, on a des émotions qui sont plutôt défavorables face à l'out-group, parce que cet out-group, donc là, ici, l'adversaire, menace notre groupe. La question maintenant, elle est de savoir si ces émotions d'hostilité qu'on peut avoir, ou de peur, parce que c'est encore un peu différent, ça peut être de l'anxiété aussi, qui vont apporter des comportements différents, ça peut être de l'attaque ou de la fuite. Est-ce que ces émotions et ces comportements associés sont recherchés dans le cadre de l'optimisation de la performance ? Si jamais dans une situation de match, on se dit, je sais pas, on est dans un sport de collision comme en rugby, et puis qu'on sait, ou on estime, parce que là c'est qu'une étude, mais peut-être que moi dans mon groupe, quand ils sont en colère agressif, c'est là où on est les meilleurs. Dans ce cadre-là, je vais favoriser l'identification au groupe pour amener à ces sentiments un peu d'hostilité et arriver à avoir plus d'engagement, pour faire simple. Et dans ce cadre-là, ça sera favorable. Donc en fait, c'est pas une histoire plus générale de valeur ou pas de valeur. C'est pour travailler sur les valeurs du groupe, il faut déjà qu'ils s'identifient au groupe et donc du coup à ses buts et à ses valeurs. C'est comme ça en fait. Hein. C'est juste une histoire d'identification. C'est les stratégies de les valeurs du groupe, c'est ça, et qu'à côté tu as 3 joueurs. Eux, ils ne s'identifient pas du tout. Tu auras beau dire ce que tu veux, ils ne s'identifieront pas. Donc l'idée, c'est pas parce qu'on va dire les valeurs que fondamentalement ils vont y adhérer. Et le principe des valeurs, c'est juste d'adhérer à ces valeurs, d'adhérer comme aux objectifs. Et dans ce cadre-là, mais c'est plus aux objectifs qu'aux valeurs quand même, hein. Dans ce cadre-là, savoir si dans une situation de compétition, c'est favorable ou pas. Il faut savoir juste une chose, c'est que théoriquement, quand on est dans une identité sociale face à un groupe qui est menaçant, ce qui se passe, c'est que si jamais on pense qu'on a un statut plus élevé, on va agresser. Si jamais on va agresser, on va se confronter. Si jamais on pense qu'on a un statut pas dominant, du coup, on va plutôt fuir. Théoriquement, c'est ça. Et donc, ça veut dire que si jamais tu veux aller sur cette dimension-là, il faudrait qu'aussi tu accompagnes d'une certitude que tu as les capacités d'être plus élevé qu'eux et d'avoir un statut plus élevé. Ouais, mais ça, quand tu dis ça, c'est des travaux qui sont pas forcément menés en sport. Non. Non, mais c'est tout. C'est tout le. C'est pas le problème. C'est tout ce qu'il y a c'est toutes les perspectives qui vont être menées là-dessus. Après, c'est quand même tous ces travaux en psychosocial et ces théories, c'est vraiment 2 grosses théories qui sont sacrément ancrées, qui ont été testées dans différents domaines. Alors, effectivement, pas dans le sport. Là, on est dans les premiers. Finalement, il y a le premier congrès qui se fait la semaine prochaine.
Ça commence à venir, mais il n'y a pas de raison que fondamentalement ça soit différent. Si ce n'est une chose, c'est peut-être qu'on reconnaît que les sportifs ont davantage de capacité de régulation, et ça pourrait venir médier peut-être un peu ça, tout simplement. Mais logiquement, il y a quelque chose derrière ça. Et on devra avoir les mêmes sentiments si à un niveau de régulation égal. Merci. Merci. Oui, bonjour. Donc si je vous comprends bien, aujourd'hui l'amour du maillot n'existe plus. Non. Et le futur sportif sera doté d'une intelligence émotionnelle exceptionnelle et fera preuve d'empathie. Non. Il ne faut pas me faire dire ce que... Non. Alors déjà, premièrement, je pense, en tant qu'entraîneur, tout l'inverse. Et ça me désole que des fois on puisse avoir des comportements comme vous pouvez le citer. Alors c'est pas du tout ce que je pense, mais force est de constater quand même que des fois il faudrait peut-être, encore une fois c'est peut-être, mais il faudrait peut-être repasser par l'identité personnelle pour aller au plus vite vers l'identité sociale. C'est plutôt dans ce sens-là que je vais. Mais on est vraiment à l'étape de l'hypothèse théorique. Mais quant à l'intelligence émotionnelle, c'est une capacité, comme une capacité de régulation qui est plus globale. C'est pas forcément faire preuve plus d'empathie, c'est déjà de comprendre. L'empathie, c'est encore un peu plus complexe, mais arriver à comprendre l'autre. Enfin, je sais pas, vous êtes entraîneur ? Je suis préparateur mental. Ouais, préparateur mental. Tu comprendras aussi bien que moi qu'un entraîneur qui va essayer, qui est constamment dans la régulation de l'autre par ses interactions, s'il n'arrive pas à mesurer ou à évaluer correctement les émotions de son athlète ou de l'athlète, ça pose un biais, quoi qu'il en soit. Donc l'intelligence émotionnelle elle est intéressante là-dedans, mais il ne faut pas... si ça a été compris comme ça par tout le monde, c'est que je me suis mal exprimé. Il faut bien qu'on soit d'accord là-dessus. L'idée de l'intelligence émotionnelle, c'est de dire voilà, il y a une perspective qui est intéressante dans l'optimisation de ses capacités émotionnelles, qui en plus font partie, selon les cadres théoriques, un peu du caractère, donc c'est-à-dire un peu de la disposition stable. Et donc c'est intéressant d'aller là-dessus comme une autre voie d'optimisation de la performance. Mais il n'y a pas quelque chose de robotique où tout le monde va être comme ça, parce que de toute façon, on n'a pas tous la même intelligence, par exemple, tout simplement. Et sans tomber non plus dans les problématiques qu'on a eues avec le QI, où on catégorisait les gens face au QI. C'est pas du tout ça. Et justement, ça va justement à l'encontre où, contrairement au QI, on dit que l'intelligence émotionnelle se développe plutôt facilement. Voilà. Mais non, je noircis pas le tableau. Même si, à titre personnel, c'est vrai que je vois l'évolution un peu des sports professionnels, et des fois ça peut me faire un peu peur, quoi. Effectivement. Mais j'étais volontairement provocateur. Oui, j'avais bien compris, mais au moins ça me permet d'être clair pour tout le monde. Oui, bonjour. Pardon, excuse-moi. J'avais une question par rapport à la question de la régulation. Oui. Est-ce que c'est plus une question de régulation ou d'orientation de l'émotion ? Pour l'individu, quand il régule ses émotions ? Oui, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, il y a aussi la question de la relation, l'intelligence relationnelle et l'intelligence collective. Et en sport collectif, l'idée, c'est d'orienter son énergie, son émotion vers l'adversaire. D'accord. Je comprends là où vous voulez en venir. Alors, effectivement, il y a une notion que je n'ai pas abordée ici. Dans la littérature en psychologie du sport, puis je pense même en psychologie peut-être de la santé, d'avoir des dimensions à peu près similaires, qui s'appelle l'efficacité, en fait. Parce que, effectivement, on peut bien réguler. Enfin, je vais faire simple. Je suis en colère, je vais hurler sur l'arbitre. Nous, par exemple, en rugby, ça va me faire du bien peut-être parce que je vais évacuer. Par contre, c'est dysfonctionnel dans le sens où ça ne va pas dans les intérêts. Donc les miens, mais aussi ceux du groupe. C'est peut-être ce qui rejoint un peu votre remarque. À savoir qu'effectivement, la bonne connaissance, de l'impact fonctionnel de la régulation ou même de la régulation interpersonnelle sur l'atteinte des buts individuels ou collectifs, fondamentalement, ça joue là-dessus. Et même si c'est pas matérialisé comme ça dans l'intelligence émotionnelle, je pense que ce cadre théorique peut être encore peut évoluer encore, et je pense que l'efficacité de toute façon joue, parce que effectivement nous on l'a dans les sports collectifs, les sports de collision. Les mecs qui arrivent et qui décident d'y aller prendre le ballon sous la main et puis d'enfoncer le mec qui est en face alors qu'il y a 3 contre 1 derrière, juste parce qu'il n'est pas bien et puis qu'il a un compte à régler, fondamentalement c'est pas fonctionnel. Par contre ça a été très bien pour sa colère à ce moment-là. Donc effectivement la remarque est tout à fait judicieuse par rapport à ça. Et c'est à prendre en considération. Mais dans le domaine de la santé c'est la même chose que quand je suis stressé et je fume une clope.
c'est peut-être bien pour ton stress, mais c'est pas bien pour la santé, quoi. Donc on arrive sur les mêmes considérations, effectivement. Et donc une meilleure connaissance du fonctionnement du groupe amènera fondamentalement à ça. Ok, on va te remercier, Mickaël. Je propose de passer à la présentation suivante. Chloé, je te laisse t'installer. Donc Chloé Leprince qui va nous présenter, alors comme j'ai dit pour ceux qui sont arrivés en cours de route, malheureusement Jérôme Bourbousson n'a pas pu honorer notre invitation pour des raisons de santé. Donc c'est Chloé Leprince qui va présenter le travail qu'elle mène dans le cadre du laboratoire de l'unité recherche de l'INSEP. Cette étude dont elle va vous présenter les résultats est menée dans le cadre de la thèse qui est financée par la Fédération française de football, et elle présentera également les applications terrain qu'elle met aussi en place dans le cadre de son travail avec le pôle football féminin qui est à l'INSEP. Voilà. Parfait, on enchaîne. Merci d'être venus nous écouter aussi nombreux aujourd'hui. Merci pour l'invitation surprise ce matin. Je vais essayer d'être à la hauteur de vos attentes et de pouvoir vous présenter effectivement mes travaux sur les stratégies interpersonnelles dans la gestion du stress. Comme Julie l'a dit, c'est effectivement dans le cadre de ma thèse, qui est une thèse CIFRE, qui est un partenariat en fait entre la Fédération française de football, qui soutient et qui finance le projet, et le laboratoire CEP de l'INSEP, qui encadre mes travaux de recherche. Donc, concrètement, ça veut dire que mon temps d'études est partagé entre le laboratoire et le travail d'accompagnement de psychologie du sport que je peux faire auprès des jeunes filles du pôle France féminin qui sont ici à l'INSEP. Pour revenir plus particulièrement sur mes travaux, donc on travaille sur les stratégies de gestion du stress dans une perspective interpersonnelle. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer au sein du collectif quand on va être dans une situation de performance et que les stresseurs peuvent être partagés. Donc pour revenir, et Mickaël l'a expliqué tout à l'heure, donc je le ferai assez rapidement, le modèle sur lequel on va s'appuyer, c'est le même que sur la théorie des émotions, puisque c'est la théorie cognitivo-motivationnelle relationnelle des émotions de Lazarus. Et pour vous préciser un peu comment je vous la décris aujourd'hui pour vous décrire les processus qu'on va étudier nous en psychologie du sport, on explique que face à une situation, face à toute situation nouvelle, l'individu va procéder à la double évaluation dont Mickaël vous parlait tout à l'heure. La première évaluation, c'est effectivement quelles sont les exigences de la situation, quelles sont les demandes, qu'est-ce que ça va exiger. Et dans un second temps, quelles sont les ressources que je vais avoir pour faire face. Et en fonction de ce déséquilibre entre les demandes et la perception que j'ai des exigences de cette situation et la perception que j'ai des ressources pour y faire face, l'athlète il va mettre en place ce qu'on appelle des stratégies de coping, donc pour faire face. Et ces stratégies de coping, on va voir qu'elles sont plus ou moins adaptées pour la performance. Pour revenir brièvement sur les stratégies de coping qui peuvent exister, il y a une méta-analyse qui est récente, qui est de 2016, c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Les stratégies de coping, on aurait envie de dire qu'il y en a autant qu'il y a d'individus. C'est-à-dire c'est l'ensemble de toutes les pensées, de tous les affects, de tous les comportements qu'un athlète il va pouvoir développer quand il est face à une situation de stress. Donc, face à ces nombreuses stratégies, il y a plusieurs modèles qui ont été créés et qui ont tenté de catégoriser ces stratégies pour avoir un modèle une lecture plus facile de ces stratégies. Moi, je vous présente du coup ce modèle-là avec 3 catégories de stratégies de coping. Les premières stratégies, c'est celles qui vont être centrées sur la maîtrise. Donc tout ce qu'on va faire pour contrôler la situation, d'accord, et tenter d'éliminer le stresseur. Je vais essayer de résoudre le problème, je vais essayer d'augmenter mon engagement, je vais augmenter ma motivation, je vais utiliser des outils comme la focalisation intentionnelle, etc. L'autre catégorie, c'est les stratégies de coping qui sont centrées sur la régulation interne. Comment je vais faire pour manager les réponses internes que peuvent faire naître le stresseur. Donc, comment, par exemple, je peux manager l'émotion, positive ou négative, qui va apparaître suite à la confrontation au stresseur. Comment je peux rentrer dans des processus d'acceptation, de distraction pour essayer de penser à autre chose, ou à l'inverse. Éviter la source de stress. Et enfin, la dernière catégorie, c'est le coping qui est centré sur le désengagement, et pas forcément le plus positif en sport, on y reviendra. C'est les stratégies que l'athlète va utiliser, un peu malgré lui, et par lesquelles il va se désengager de la tâche, c'est-à-dire qu'il va arrêter de fournir les efforts nécessaires pour résoudre le problème et pour permettre une
une résolution de la situation, et ça va être toutes les stratégies. Alors pour tous ceux qui sont du milieu sportif et qui sont entraîneurs et qui peuvent voir ça sur le bord du terrain, c'est toutes les stratégies de désengagement quand vos athlètes ils vont baisser les bras, quand ils vont arrêter de fournir les efforts nécessaires, quand ils vont se mettre à râler, etc. Donc tout ça pour dire que toutes ces stratégies de coping dans la littérature, elles ont été à de nombreuses reprises étudiées et surétudiées, et qu'on connaît assez bien aujourd'hui en fait quelles sont les sources de stress qui peuvent impacter un individu, un athlète, et quelles sont les stratégies de coping qu'il a tendance à développer, et même quelles sont les efficacités plus ou moins probables en fonction des stratégies de coping. Mais toutes ces études, elles se sont centrées sur l'individu. Encore une fois, ses sources de stress, ses stratégies et les effets sur sa propre performance. Comme le disait Michael tout à l'heure, on est dans un champ assez nouveau en psychologie du sport où le fait d'aller explorer la perspective, la dimension interpersonnelle, c'est quelque chose de très nouveau. C'est-à-dire que, étrangement, même si on a beaucoup de papiers qui sont sortis et qui étudient le stress des sports collectifs, eh ben, on n'a pas beaucoup de papiers qui les étudient en utilisant cette dimension interpersonnelle, c'est-à-dire en allant non pas explorer les sources de stress de l'athlète de sport collectif, mais au contraire, les sources de stress de l'ensemble de l'équipe. Et si on étudie les sources de stress de l'ensemble de l'équipe, ce qui va nous intéresser derrière, c'est bien sûr quelles sont les stratégies collectives de coping que l'athlète va pouvoir développer pour faire face à ces stresseurs partagés. Donc c'est vraiment l'objet de ma thèse, et comme je vous disais, c'est quelque chose d'assez récent parce que ce modèle du coping collectif, il n'est pas encore développé en psychologie du sport, et c'est donc tout le gros du travail. Il est par contre développé dans d'autres champs de la psychologie. Par exemple, en psychologie de la santé, les aspects de communal coping ont été étudiés. Je vous prends l'exemple d'une famille dans laquelle un individu tombe malade. Et ben, on sait très bien que ce stresseur, ça va être un stresseur qui va être partagé par la personne malade, mais évidemment par son entourage, et que ça va nécessiter pour la famille de trouver des stratégies de coping ensemble pour faire face à ce stresseur. Donc le communal coping, il a été étudié dans des contextes type psychologie de la santé. Il a également été étudié dans des contextes type psychologie des catastrophes naturelles, tremblements de terre, incendies, etc. Il y a beaucoup de papiers qui sortent là-dessus. Par définition, une catastrophe naturelle, c'est un stresseur d'une amplitude très forte et qui est partagé par un grand nombre de personnes à un même instant T. Donc, de la même manière, on a étudié la manière dont les gens réagissaient collectivement à ce stresseur partagé et quelle pouvait être leur stratégie pour faire face. Mais encore une fois, ce modèle-là, donc, qui est décrit par Lyons depuis maintenant presque 20 ans, eh bien, il n'a pas d'adaptation connue, en tout cas en sport. Et pour vous le résumer, c'est vraiment l'idée de se dire, le communal coping, c'est les efforts. Enfin, le communal coping, il apparaît quand un stresseur est partagé par plusieurs individus à un même instant T, et qui va nécessiter le partage des responsabilités, et qui va nécessiter le fait de joindre ces actions pour pouvoir faire face ensemble au stresseur. C'est ça la définition du communal coping. Donc encore une fois, je vous l'ai dit, pour l'instant pas d'adaptation en sport. Et donc c'est le sujet de ma première étude de thèse que je vous présente aujourd'hui pour vous montrer un peu quelles sont les stratégies que nous, on est allé explorer auprès des athlètes qu'on a interrogés. Donc pour ça, on a réalisé l'année dernière une dizaine d'entretiens avec des athlètes qui pratiquaient un sport co. Vous voyez que volontairement, on a interrogé des athlètes de sports différents parce qu'on a voulu ne pas se centrer uniquement pour l'instant sur une discipline, mais savoir tout simplement ce qui se passait globalement dans les équipes de sport collectif. On a des niveaux de pratique différents, on a des âges différents, on a essayé d'avoir une population assez hétérogène pour pouvoir aller explorer qu'est-ce qui pouvait se passer chez ces athlètes-là. Et on les a reçus en entretien et on leur a demandé tout simplement quels pouvaient être, en situation de jeu, les faits de jeu qui pouvaient d'une part les perturber, donc là on était plutôt sur les stresseurs individuels, mais ce qui nous a intéressé c'était le stresseur là dont tu me parles, par exemple l'erreur d'arbitrage du match de la semaine dernière, ou ton coach qui s'est fait exclure parce qu'il n'a pas pris la bonne décision, il s'est énervé, etc. C'est des verbatims que j'ai en tête. Est-ce que c'est un stresseur pour toi, mais est-ce que c'est aussi un stresseur pour l'ensemble de ton équipe? Donc on est allé chercher à travers ces entretiens quel pouvait être le degré de partage des stresseurs, et dans un second temps,
qu'est-ce que vous avez fait ensemble pour faire face à ce stresseur partagé, c'est-à-dire quelles sont les stratégies de communal coping, si on veut parler en termes scientifiques pour l'étude, quelles sont les stratégies de communal coping que vous avez développées. Je vous passe la partie d'analyse. Ça nous a donc pris on a fait ces entretiens, on les a retranscrits et on a fait une analyse thématique. Je ne vais pas dire déductive ou inductive, je veux pas me donner le bâton pour me faire battre. Nous avons fait ce qu'on appelle une analyse thématique pour arriver à faire ressortir de ces entretiens quels sont les stresseurs que les athlètes avaient cités et quelles étaient les stratégies qu'ils ont citées également. Alors, je vais revenir dans un premier temps, si vous voulez, sur les types de stresseurs qu'on a eus, et puis après, je vous expliquerai plus en détail quelles sont les stratégies de communal coping qui peuvent exister en sport co, et comme le disait Julie, comment on fait sur un plan pratique pour les entraîner, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse le plus. Sur les aspects stresseurs, il y avait 4 grandes catégories, enfin c'est nous qui avons décidé par rapport à tous les verbatims de stresseurs collectifs qui ont été donnés, de les classer en 4 types de stresseurs partagés. Le stresseur le plus important, c'était tout ce qui était lié aux pressions sociales de l'environnement. Alors c'est ce dont parlait Mickaël tout à l'heure. L'environnement au sens la presse, les médias, l'entraîneur, l'arbitre, enfin tout ce qui va tourner autour de l'équipe, les parents pour certains. Et je vous donne l'exemple d'un verbatim d'un joueur de volley qui nous explique très clairement que oui, l'arbitre, ça c'est un stresseur qui très vite peut être propagé dans l'équipe et qui catégorise très clairement comme étant potentiellement un perturbateur collectif. Les autres stresseurs l'autre catégorie de stresseurs qu'on va avoir également, c'est tout ce qui va être lié aux relations à l'intérieur du groupe. Et les relations à l'intérieur du groupe, liées par exemple au comportement d'un coéquipier. Dans le groupe, je garde que les coéquipiers, donc c'est dans cette définition. L'entraîneur, il est plus lié aux pressions sociales de la première catégorie. Donc je vous dis, la deuxième catégorie, c'est vraiment lié aux relations entre les coéquipiers. Et ça va être tous les comportements de coéquipiers qui vont être néfastes et perturbateurs pour le groupe. Ça va être un coéquipier qui s'énerve, on en a parlé tout à l'heure parce qu'il n'y arrive pas. Ça va être le joueur de rugby qui décide de ne pas jouer le 3 contre 1 à gauche parce qu'il a décidé d'y aller tout seul et qu'il est en colère et que ça fait 3 actions qu'il joue tout seul. Ça va être celui au contraire qui va arrêter de fournir les efforts, et je me tourne vers le staff du Pôle France avec lequel on discute très régulièrement de ces problématiques. Mais bref, tous les comportements de coéquipiers qui vont faire que ça perturbe le groupe et c'est un stresseur qui contamine l'ensemble de l'équipe. La troisième catégorie, c'est les stresseurs qui vont être liés à la question de la performance collective. Donc c'est tous les athlètes qui vous disent, quand on sent qu'on est en difficulté, qu'on n'arrive pas à développer notre jeu, on sent que ce qu'on produit d'habitude, et ben là, ça ne marchera pas. Ça, c'est des stresseurs qui sont revenus souvent. C'est-à-dire collectivement, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à fournir la performance nécessaire pour être à la hauteur de la tâche. Et enfin, la dernière catégorie qui est très peu représentée ici, c'est tous les stresseurs qui sont liés aux questions logistiques. D'une part parce que je pense qu'ils ont plutôt tendance à impacter l'individu avant d'impacter le groupe. C'est par exemple les stresseurs qui sont liés aux conditions de transport, aux conditions d'entraînement, à tout l'aspect logistique, organisationnel autour de la compétition. Donc je pense, mais c'est un avis personnel, qu'ils sont davantage individuels, et c'est vrai que dans les études on peut les retrouver plus sur un point de vue individuel. Oui, j'ai pas eu ma collation comme il fallait, le transport s'est pas bien passé, moi ça m'a perturbé, etc. Mais l'aspect partagé n'était pas tout à fait perçu par les joueurs entre eux. Et puis honnêtement, la manière dont on a interrogé les joueurs, comme on s'est focalisé préférentiellement sur qu'est-ce qui pouvait les déranger pendant le match, je pense qu'on a occulté un peu cette partie organisationnelle, ce qui explique que c'est une catégorie qui est assez peu représentée. Donc ça, c'est pour tous les stresseurs, et de mémoire, là je les ai pas, mais on a eu plus d'une centaine de verbatims qui nous traduisaient, oui, ça nous perturbe, etc. Donc auprès des athlètes, tous les stresseurs partagés qu'on a pu retrouver, on les a catégorisés dans ces 4 catégories. Et puis derrière, ce qui nous a intéressé, encore une fois, c'est la question, qu'est-ce que vous avez fait face à ça ? La réponse n'est pas toujours simple, il faut des fois creuser, parce que c'est des stratégies, l'air de rien, qui sont des fois assez presque inconscientes et automatiques, on le fait sans s'en rendre compte, mais du coup, tout le but de l'entretien, ça a été d'aller creuser avec eux. Qu'est-ce que ton équipe, elle fait quand elle est confrontée, par exemple, à ce genre de stresseur ? Les résultats qu'on a, ils se classent également en 4 catégories.
On a donc des stratégies de communal coping qui sont centrées sur le fait de résoudre le problème. C'est la catégorie la plus prédominante avec 30% des réponses. Je vais revenir plus tard pour vous décrire les types de stratégies qui sont à l'intérieur de celle-ci. La deuxième catégorie, c'est toutes les stratégies de coping qui vont être centrées sur la régulation de la relation et on va voir comment on fait pour maintenir les liens dans l'équipe malgré un épisode stressant. Troisième catégorie, c'est tout ce qui va être en lien avec le management, la régulation des émotions au niveau collectif. Qu'est-ce qu'on fait pour réguler nos émotions collectivement quand on est face à un stresseur partagé ? Et dans un dernier temps, et on l'a eu aussi et on le souligne, c'est malheureusement toutes les stratégies de désengagement collectif quand l'équipe a arrêté de fournir les efforts et s'est désengagée de la tâche. Je reviens plus précisément sur les types de stratégies qu'on retrouve à l'intérieur de ces catégories. Je pense que ça vous fera écho par rapport à vos pratiques terrain. Sur tout ce qui va être résolution de problèmes, c'est quand les athlètes ils vous expliquent des stratégies telles que on a analysé ce qui n'allait pas, on a pris le temps, on a analysé, on a essayé de trouver des solutions ensemble, on a planifié une autre stratégie de jeu. Des stratégies également de partage d'informations, c'est-à-dire que même si le temps dans un match est compté et qu'on n'a pas forcément le temps, on est capable, quand on sent qu'on a par exemple soit un coéquipier en difficulté, soit un adversaire qui nous pose problème, on est capable de percevoir l'information et la partager à son coéquipier pour pouvoir être en mesure de développer une stratégie collective. On a également des stratégies de refocusing, c'est-à-dire comment à un certain moment on décide de faire abstraction du stresseur et de se reconcentrer sur ce qu'on a à faire. Et ça, on le voit vraiment sur les verbatim quand les joueurs vous disent, bon, par exemple, là, l'arbitre, on s'est dit, ok, on a décidé, on s'en détache, et maintenant, on arrête de parler de l'arbitrage, on joue pour nous. Alors ils expliquent derrière, pour la plupart de ces verbatim, ils réexpliquent sur quoi ils doivent reconcentrer leur attention, et plutôt que d'être centrés sur le stresseur, ils focalisent leur attention sur la tâche et pour pouvoir permettre de rester collectivement performants. On a également des stratégies qu'on appelle going back to the basics, c'est la capacité à revenir sur ce qu'on sait faire. On est en difficulté, on n'arrive pas à développer notre jeu, pour telle et telle raison on n'est pas performant à cet instant T, et comment collectivement on décide de revenir sur ce qu'on sait faire pour remettre entre guillemets le rythme. Et d'ailleurs je t'en parlerai à la fin, mais la semaine dernière on a fait un focus group, c'est-à-dire on a fait le même type d'entretien mais avec une équipe dans son ensemble, et les joueuses nous l'expliquent très bien comment à un certain moment, quand on n'arrive pas à faire ce qu'on a à faire, collectivement on revient sur des choses plus simples qui sont maîtrisées, qui nous remettent dedans et qui nous permettent après de ressortir la tête de l'eau. Et enfin, toutes les stratégies collectives de déploiement des efforts, c'est-à-dire quand collectivement on est confronté à un stresseur qui est partagé, collectivement on va tous décider d'augmenter nos efforts et de faire en sorte de pouvoir, par cette augmentation des efforts, faire face au stresseur. Donc ça, c'était les stratégies la catégorie en tout cas la plus représentée, c'est vraiment comment l'équipe dans son ensemble, elle va faire pour tenter de résoudre le problème et ainsi faire face au stresseur partagé. On a également, comme je vous le disais tout à l'heure, des stratégies qui vont avoir pour but de maintenir le lien, maintenir la relation, malgré la présence de ces stresseurs. Alors par exemple, de la même manière, je vous reparlerai du focus group et les joueuses le disent très bien, à un certain moment, quand la relation elle a tendance dans le collectif à se déliter un peu parce qu'on est face à un stresseur qu'on n'arrive pas à gérer, les athlètes ils ont 3 stratégies qui nous expliquent assez bien. On est sur une stratégie très prévalente, c'est d'ailleurs celle qui, je crois, est la plus ou la deuxième plus représentée, c'est toutes les stratégies de soutien motivationnel. Comment je vais aller encourager mon coéquipier. Alors ça peut être soit par des gestes, on parlait tout à l'heure de la fameuse tape dans le dos après la fin de la séance de muscu, on va avoir la même pendant le match. Comment effectivement, par mon comportement, je vais aller montrer mon soutien et encourager mes coéquipiers. Mais ça peut être aussi tout simplement un soutien motivationnel. On se rebooste, on se dit on y va ensemble, c'est ce que nous dit, si mes souvenirs sont bons, un des rugbyman qui a été interrogé dans l'étude. Une des stratégies qui est intéressante, qu'on a du mal à retrouver dans tous les sports et on pourra en discuter à la fin, c'est les stratégies de compensation. C'est-à-dire, quand il y a un de mes coéquipiers qui est en difficulté dans son secteur de jeu, ou quand plusieurs coéquipiers sont en difficulté, comment une partie de l'équipe va décider de compenser ces tâches-là, va décider à un moment, alors je pense que c'est le verbatim
C'est pas le verbatim que je vous ai mis, mais je pourrais en reparler. Par exemple, c'était une des joueuses de basket qui nous disait, bon bah voilà, quand le meneur, à un moment, le joueur de basket, il nous disait, quand le meneur, on voit que physiquement, il commence à être à la rue, puis il commence à s'énerver parce qu'on l'empêche à chaque fois de faire sa remontée de balle, et ben nous, à certains moments, on peut venir compenser, on peut venir faire le relais de certaines actions pour pouvoir, encore une fois, maintenir le niveau d'efficacité de l'équipe à ce moment-là, et pour pouvoir faire en sorte que les liens restent forts dans l'équipe et qu'il n'y en ait pas effectivement qui se retrouvent à l'extérieur du projet de jeu collectif. Et enfin, une des dernières stratégies qu'on a observées également, c'est ce qu'on a appelé le social joining. C'est toutes les stratégies lors desquelles, on ne sait pas comment la traduire en français, si vous avez des idées, vous pourrez nous dire, mais c'est toutes les stratégies de resserrement physique. Alors, on l'avait beaucoup dans le rugby, quand les joueurs nous disaient on se resserre dans l'embut, c'est vraiment une manière de se sentir les uns les autres. On l'avait aussi pas mal en basket, ils nous l'expliquent avant les lancers francs, et c'est pour eux vraiment une stratégie de resserrement des liens et de maintien des liens malgré l'épisode stressant qui peut être en cours. Donc ça, c'est pour la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est celle qui est plus en lien avec la notion des émotions. Et cette notion des émotions, elle va être traitée dans l'équipe par 3 types de stratégies. On a déjà les stratégies de régulation émotionnelle interpersonnelle. Donc, ce dont Michael parlait tout à l'heure, par exemple, c'est le coéquipier qui va dire alors pas celui qui est maladroit et qui va enfoncer son talonneur, mais plutôt celui qui a effectivement repéré que son coéquipier il était en difficulté, ou plusieurs de ses coéquipiers, il est capable d'aller les voir pour essayer de faire en sorte que l'émotion négative qui est en cours diminue. Mais ça peut être aussi le coéquipier qui sait, et ça c'était le leader de touche en rugby qui nous le dit très bien. Il dit, à un moment, quand il y a des erreurs en touche, ça m'énerve, parce que normalement, c'était dans le cas d'une équipe où c'est lui qui était censé annoncer les touches, mais ça discutait toujours un peu, alors il se retrouvait jamais à pouvoir mettre en place ce qui était prévu. Il disait, ça m'énerve à un point, mais surtout, je le retiens pour moi, parce que je sais que si je commence à m'énerver, je vais commencer à impacter les émotions des autres. Donc, c'est toutes les stratégies d'inhibition de mes propres émotions pour maintenir un climat d'émotion, émotionnel, qui permet à l'équipe de continuer d'être performant. Et puis il y a aussi les athlètes qui disent moi je vais utiliser l'équipe pour me faire du bien, et quand il y a une joueuse qui nous dit j'utilise les autres pour me poser, c'est-à-dire que quand je vais les calmer, je sais que ça me sert aussi à moi et que c'est une manière pour moi de réguler mes émotions que d'aller au service de mon collectif à ce moment-là. Une autre des stratégies, c'est les stratégies de réassurance, c'est-à-dire comment je vais faire pour rassurer mon coéquipier qui est en difficulté. Et ça, on l'a pas mal retrouvé, c'est-à-dire les stratégies lors desquelles je vais aller rassurer mon coéquipier sur ses capacités, je vais aller le remettre en confiance et je vais lui permettre effectivement de ressortir la tête de l'eau, de remettre le pied à l'étrier et de repartir dans une bonne dynamique pour performer. Donc c'est celui qui va nous dire, on a dû le rassurer, lui dire que ça va être des choses simples, ça sera pas compliqué, c'est des attitudes basiques qu'il connaît, etc. Et ça, ces stratégies de réassurance, on les a beaucoup observées, tous sports confondus. Et enfin, les stratégies de dédramatisation dont on parlait tout à l'heure aussi, c'est la manière dont on va utiliser l'humour et la dédramatisation pour mettre à distance l'émotion, ou du moins pour la gérer de manière plus optimale possible. Donc voilà. Bon, c'est pas la plus utilisée, c'est ce qu'on dit. Il se marre pas beaucoup apparemment, mais il désamorce le truc, quoi. C'est comme ça qu'il nous l'explique, et c'est une stratégie en tant que telle. Pareil, je pense que c'est une stratégie qui est plus utilisée en dehors du terrain, dans la préparation d'avant-match, etc., que sur le terrain. Bon, je pense qu'il y a des endroits plus propices pour se faire des bonnes blagues, d'où le fait qu'on le retrouve pas forcément comme étant une stratégie la plus développée. Et pour finir, je vous expliquais que la 4e des dimensions qu'on a retrouvées, c'est cette dimension d'évitement de la situation et de désengagement. Et c'est tous les comportements d'athlètes qu'on décrit comme étant, tout simplement, je me désengage de la tâche. Donc, il y a une démission collective, une baisse d'intensité en défense, sur les replis défensifs, sur la contestation des tirs, etc. On était au ralenti, on a pris des tirs forcés. Donc là, c'est l'exemple du hockeyeur qui nous explique que, collectivement, son équipe, à un moment, elle démissionne et elle arrête de faire les efforts nécessaires. Et dans cette catégorie-là, on retrouve aussi toutes les stratégies, ce qu'on appelle ventilation des émotions, c'est-à-dire l'expression des émotions, c'est de se mettre en colère les uns contre les autres. Et idem, c'est des stratégies qu'on a retrouvées de manière assez importante dans toutes les équipes qu'on a pu interroger.
Je reviens sur la manière dont on a interrogé les athlètes. Je vous disais, la semaine dernière, on a pris l'initiative, après avoir interrogé les athlètes de manière individuelle, d'aller interroger une équipe pour voir, pour déjà s'assurer du fait que les stratégies étaient partagées, parce que là, vous le voyez, la manière dont on a interrogé les athlètes, on les interroge sur la perception qu'ils ont des stratégies de leur équipe. On n'est pas sûr que ça soit réel. Premier constat, les données sont en cours de traitement, mais c'est pas facile de faire parler une équipe sur ces stratégies collectives. Déjà qu'un athlète en individuel, comme je vous dis, il faut aller creuser. Encore une fois, c'est des processus qui sont assez inconscients, qui sont assez automatiques. Et les équipes ont du mal à mettre le doigt dessus sur effectivement qu'est-ce qu'on met en place quand on est face à des situations stressantes. Par contre, pour les faire parler sur les stratégies, on a été obligé de les faire parler sur les stresseurs dans un premier temps. Ça, ils ont beaucoup moins de mal à en parler. C'est-à-dire de mon ressenti, on a fait une équipe, on revérifiera peut-être avec d'autres, mais ils étaient très en capacité de reconnaître qu'est-ce qui pouvait les déranger collectivement, quel pouvait être un stresseur pour leur équipe, etc. Dans un second temps, je pense que l'entraînement des stratégies collectives reste un enjeu très important parce que déjà, ils n'en ont pas conscience, et puis ça suppose aussi effectivement qu'ils sont souvent en situation de manque de stratégie, parce qu'on a quand même des stratégies de désengagement qui sont assez importantes et qui témoignent du fait que face à un stresseur partagé, les équipes n'ont pas toujours les clés pour faire face et pour pouvoir maintenir un niveau de performance collective. La suite, juste pour vous parler des perspectives de la thèse, et je reviendrai après sur les aspects pratiques. L'idée maintenant, c'est d'arriver à construire un questionnaire qui sera en mesure de mesurer auprès des équipes quelles sont les stratégies de communal coping qu'ils peuvent développer. Donc là, on est dans un processus qui va évaluer la clarté des items qu'on a créés. L'idée maintenant, c'est de pouvoir le valider et dans un... Je ne sais plus si on dit 3e, 4e temps, je ne sais plus où on en est, mais c'est de pouvoir le faire passer comme la thèse, je vous l'ai expliqué, est financée et soutenue par la Fédération française de foot. C'est de pouvoir le faire passer dans une dizaine de centres de formation en France et dans les pôles régionaux et le pôle France féminin, afin d'effectivement mener une étude sur la mise en place de ces stratégies auprès des athlètes qu'on interrogera. Dans un 8e temps, je saute des étapes. Le but de ma thèse et le projet sur lequel on est attaché également, c'est de réfléchir à comment, maintenant qu'on sait qu'elles existent, qu'on peut les mesurer à l'aide du questionnaire, et bien comment on fait pour les entraîner et quels sont réellement leurs impacts sur la performance. Je vous parle, et pour le coup, c'est absolument pas scientifique et validé, mais je vous parle peut-être de ce qu'on commence à mettre en place avec le pôle France féminin qui est ici à l'INSEP. Les stresseurs partagés, elles y font face comme toutes les équipes qu'on a interrogées. Et nous, ce qui nous a un peu interpellés avec le staff du pôle, c'est... je prends un exemple, mais par exemple en novembre, elles ont joué un tournoi des Interpôles et lors duquel elles sont absolument passées à côté de leurs 2 matchs. Et ce qui était le plus frappant, moi, sur le bord du terrain, c'était non pas la performance, parce qu'en soi, c'est pas forcément ça que je suis à même de juger, mais surtout l'absence complète de réaction, l'absence complète de stratégie, à part le soutien motivationnel. C'est-à-dire qu'elles s'encouragent, c'est très bien, mais c'est pas suffisant parce que, résultat, à part se dire allez, on se rebooste et encore, il tient une mi-temps le soutien motivationnel, mais quand vraiment vous sortez pas la tête de l'eau, il est quand même assez éphémère. Donc vraiment tout le travail qui a été, la réflexion qui nous a poussé à mettre en place des exercices, c'était se dire, les filles, il faut absolument sortir juste de cette unique stratégie et trouver d'autres ressources, parce que vous avez d'autres ressources pour faire face aux situations stressantes. Je cite Didier qui est ici pour la notion sur le fait que quand vous allez jouer au foot, toute votre vie, l'adversaire, il va tenter de vous poser des problèmes. C'est le principe même d'un sport où il y a un adversaire. Et donc, toute votre vie de footballeuse, vous allez être confronté à des problèmes. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence ? C'est la capacité que vous allez avoir à développer les stratégies pour faire face à ces problèmes-là. Et donc, dans un premier temps, moi, la manière dont j'ai eu de fonctionner, et encore une fois, c'est assez... c'était intuitif, donc je verrai comment on peut scientifiser tout ça. Je ne sais pas si ça se dit, mais la première des choses, c'était de prendre conscience qu'effectivement, elles n'avaient rien fait d'autre.
Parce que quand même, la chose qu'elles vous disent à la sortie de ce tournoi, c'est l'entraîneur, il nous a pas donné les solutions. Donc déjà, la première chose, on parlait tout à l'heure des attributions causales, la première chose, c'est de se dire, ok, et nous, on n'a pas été en mesure de trouver les solutions nécessaires. Ok. Deuxième chose, et moi je crois beaucoup à ça, et c'est peut-être ma posture de psychologue au départ qui fait ça, mais je reste persuadée que cette équipe-là a les ressources, mais qu'elle n'a pas su les exploiter. Donc avant de mettre en place un programme d'entraînement, on va essayer de faire évoluer tel ou tel type de stratégie de communal coping, c'est tout simplement, mais les filles, qu'est-ce que vous auriez pu faire? Qu'est-ce que vous savez faire d'habitude et que vous n'avez pas fait? Et donc là, par un exercice collectif, elles ont réfléchi ensemble à quelles sont les forces du groupe, qu'est-ce qu'on peut faire d'habitude, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, et un tel, elle est plus forte pour faire ça. Oui, bon, alors ok, il y en a une, elle peut faire le soutien motivationnel, mais on a quand même un leader tactique dans notre équipe. Pourquoi personne n'a été en mesure de réorganiser le jeu, de redonner des conseils et de faire en sorte qu'on trouve des solutions collectives? Donc, elles se sont réparties, moi j'étais assez extérieure sur l'animation de cet atelier, elles se sont réparties effectivement les rôles, les responsabilités qu'elles pouvaient prendre, et elles ont pris conscience qu'elles avaient quand même des ressources qu'elles n'avaient pas été en mesure d'exploiter. Pour continuer, parce que je crois beaucoup à la préparation mentale intégrée au terrain, pour continuer ce type d'entraînement, eh ben, les entraîneurs Didier et Émilie ont mis en place, par exemple, sur les séances du mercredi, des leaders, des capitaines qui étaient responsables. Ça tournait, hein, le but, c'est pas qu'on se cantonne juste à une athlète et un seul leader, mais voilà, eh ben, toi, sur cette semaine-là, c'est toi qui seras le leader tactique de ton équipe, toi tu seras plutôt sur les aspects émotionnels, et on leur donne ces responsabilités et on met en place des situations de jeu dans lesquelles elles s'exercent à utiliser ces stratégies-là. Sur les aspects émotionnels aussi, on essaye de les sensibiliser beaucoup, et je crois pas au discours sur le fait que c'est parce que c'est des filles qu'elles râlent beaucoup plus et qu'elles sont beaucoup plus sensibles, mais il y a énormément de manifestations d'humeur qu'elles ne contrôlent pas et dont elles ne se rendent pas compte. Et ça peut être très bête, mais des fois, on les met dans des situations où, effectivement, va y avoir de la frustration, parce que dans une séance d'entraînement, à des moments où vous êtes devant le but, vous n'allez pas marquer à chaque fois, par exemple. Donc, c'est dans des situations compliquées où elles savent qu'elles vont être dans des situations avec de la frustration. Et elles ont pour consigne d'arriver à trouver la solution, bien sûr, pour réussir à marquer leur but, mais elles ont surtout pour consigne d'inhiber toute expression émotionnelle qui pourrait être néfaste à l'équipe. Et même si c'est qu'un jeu, et même si c'est que ça fait 3 fois que tu rates la balle et que vraiment tu as envie de lever les bras au ciel et t'énerver, fais l'effort pendant ces séances d'entraînement d'apprendre à maîtriser l'émotion. Et potentiellement, cette capacité-là, si tu la développes pour toi, tu verras que c'est une stratégie qui sera développée pour ton groupe. Donc c'est un peu en fouillis, c'est un peu en bazar, c'est mes réflexions personnelles et ce qu'on a mené avec le pôle cette année. Ça méritera bien sûr dans un second temps d'être beaucoup plus clair et structuré, mais ça fait partie des pistes de réflexion qu'on a pour entraîner cette dimension collective qu'on fait assez peu en réalité. Moi, je sais qu'en préparation mentale, oui, on peut travailler sur les aspects de cohésion, etc. Mais sur cette dimension collective du stress, c'est un travail qui est assez peu approché. Et donc, l'idée, c'est effectivement de faire admettre aux équipes qu'elles peuvent faire face à des stresseurs partagés et surtout les amener à prendre conscience des ressources collectives qu'elles ont et les entraîner sur le terrain pour qu'elles puissent les utiliser au quotidien. Voilà, je vous remercie de votre attention et je reste bien sûr disponible pour si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a présenté. Merci Chloé. Je voudrais qu'on l'applaudisse vraiment parce qu'elle a pris ce matin à 10h le relais pour assurer cette présentation en temps réduit. Donc je l'ai mis dans des situations de gestion du stress. Je teste ses ressources de coping. Voilà, donc je voudrais qu'on l'applaudisse une deuxième fois. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a une question. Je prends la question devant le temps où vous l'avez. Je commence ? Merci Chloé pour cet exposé et ces travaux très intéressants. Juste une petite question, le lien qu'il peut y avoir avec les formes de management des entraîneurs et des coachs sur justement cette capacité de régulation des émotions collectives, etc. Parce que il me semble quand même que les formes de management des coachs qui peuvent être très directives, par exemple, on parle d'identité sociale, etc. Si
À aucun moment on laisse la possibilité aux joueurs, aux athlètes de pouvoir agir, et pas que sur le terrain, pas que sur le moment où ils doivent produire une performance, mais en permanence. Ça me semble délicat à voir apparaître après en situation de compétition. Donc le lien justement entre ces formes de management des coachs et justement cette capacité à gérer les émotions, ça renvoie donc justement au-delà même de l'approche de préparation mentale, de comment les entraînements, comment la gestion du groupe en dehors du terrain, sur le terrain, c'est géré. Et justement, alors je suppose qu'a priori il y a peu de travaux qui ont été menés en psychologie du sport sur les performances collectives. On est bien placé pour le savoir, à questionner en permanent Michael. Mais est-ce que toi, tu as pu avoir, à travers les entretiens que tu as pu faire avec les athlètes, faire ressortir, même si ton effectif est assez petit, des tendances à des formes de management qu'ils ont pu avoir à travers leur structure. Je suppose principalement pôle plus que club, là, hein. C'est ça, hein? Ça dépend. Là, on a interrogé un club l'année dernière. Sur les aspects pratiques, c'est plus avec le pôle, mais sinon, c'était des athlètes de club. Donc voilà, c'est la question qui nous questionne beaucoup, justement dans un mode de sport professionnel. En fait, le joueur fait, à un moment donné, on ne sait pas si c'est un job ou si c'est une performance sportive qu'il doit gérer. Déjà, dans un premier temps, et sans encore une fois faire des catégories d'entraîneurs, mais c'est quand même apparu très régulièrement comme étant un stresseur. Et c'est quand même interpellant dans les verbatims des athlètes de se dire que le comportement de l'entraîneur est un des stresseurs partagés les plus prévalents dans l'équipe. Et dans les comportements d'entraîneur, on ne met pas uniquement l'entraîneur qui pète les plombs et qui s'énerve sur ses joueurs, mais on met aussi l'entraîneur qui lui-même se désengage et qui trouve pas, qui arrête de vouloir apporter les solutions et qui par son comportement verbal et non verbal, transmet quelque chose à son équipe qui est perçu comme étant un stresseur partagé. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Après, sur le style de management, clairement, ça nécessite ce style d'entraînement, en tout cas. Et moi, je ne l'ai pas précisé, mais les filles au pôle, elles ont entre 15 et 18 ans. Donc, on est vraiment dans un process de formation. Ça nécessite de prendre du temps. Ça nécessite de laisser de l'autonomie au groupe. Ça nécessite de prendre, encore une fois, de la patience parce que le groupe, il ne va pas répondre comme vous avez l'habitude de répondre. Et des fois, je me permets encore de nous citer, mais... oui, des fois, elles réagissent comme des athlètes et des jeunes filles de 16 ans et nous, on ne s'attend pas du tout à ce style de réaction. Donc, il faut aussi être dans l'acceptation de ce que le groupe va proposer tout en étant capable de réguler et de les emmener où on sait que c'est nécessaire. Donc, c'est un sacré numéro d'équilibriste, c'est sûr. Mais c'est quand même laisser part de l'autonomie à son groupe pour lui laisser l'espace de développer les stratégies. Et quand je dis lui laisser l'espace, c'est aussi concevoir dans la manière d'entraîner le temps pour que l'athlète pour que le groupe, il prenne le temps de développer ces habiletés-là. Concrètement, au départ, quand on a commencé à en parler avec Didier, c'était juste se dire déjà des temps dans la séance où on les laisse discuter. Parce que des fois, on apporte la solution parce qu'ils ne l'ont pas trouvée et puis on passe à l'exercice suivant et puis voilà. Et donc, c'est vraiment, c'est prendre du temps, mais si ça peut nous éviter de revivre des interpôles, on le fait. Donc voilà. Bonjour. Voyez, on est sur des sports collectifs. Il se trouve que j'ai un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que j'ai un parcours en dehors du sport où j'ai managé des équipes avec une forte histoire d'entreprise, on va dire, dans le public. Donc jamais remise en question, pour souvent. C'est pas péjoratif, c'est juste le contexte qui veut ça. Et j'ai aussi pratiqué le tennis avec une tendance personnelle à apprécier les matchs par équipe. Donc un sport individuel, mais dans lequel moi je m'épanouissais plus dans le collectif, avec tout ce qu'on a retrouvé sur l'intelligence émotionnelle. Je me dis que ces sportifs en équipe, tels que je peux j'ai aussi pratiqué des sports co, mais je me dis que souvent se reposer sur l'équipe, c'est assez facile. Alors l'âge peut-être aussi joue beaucoup. J'ai tendance à croire que quand on peut se reposer sur le collectif toujours, dans un environnement très favorable, à l'INSEP on est très encadré, bichonné, porté en plus au foot, au nu on va dire très vite,
j'ai tendance à dire que Je la mets le holà sur le responsabilité de foot ces féminin, gens-là... quand même. Comment Je mets juste le holà sur le foot féminin quand même. Elles sont portées au nu. Bon, beaucoup moins, c'est vrai. Voilà. C'est beaucoup moins. Enfin, comme le tennis, ça fait partie des sports qu'on montre, voilà, pour rétablir un équilibre. Et donc, je crois qu'il y a un moment donné, l'adhésion à l'effort, la motivation, c'est individuel. Et ça s'apprend assez tôt. Moi, vous avez dit, l'entraîneur peut s'enlever, enfin, se laisser tomber. Mais ça peut être une stratégie de management, justement, au contraire. Bah pour que le groupe il puisse faire face. Ouais. Moi, j'ai une double réponse à votre première information, c'est que dans les entretiens, j'ai fait beaucoup d'entretiens pour les entrées en pôle. Je travaillais avant pour le pôle France Rugby et maintenant pour le pôle France Foot. Et puis avec Julie, on collabore sur d'autres types d'entretiens. Encore une fois, je ne fais pas de généralité, mais les athlètes de sport individuel avec lesquels j'ai travaillé, je trouve qu'ils ont plus développé de stratégies de gestion du stress. Encore une fois, ils sont jeunes. Hein. Je les ai avant les entrées en pôle. C'est une impression, c'est pas vérifié. Mais en tout cas, j'aurais envie de dire que oui, quand on est seul, et moi par exemple, je viens d'un sport individuel, la gym, c'est évidemment évident que je pouvais me reposer sur personne d'autre que moi. Donc, on est effectivement obligé de développer des stratégies peut-être de manière plus importante que les sports collectifs. Et encore, je mets un peut-être, j'ai pas de rigueur scientifique derrière. Mais par contre, dans un deuxième temps, ce que je dirais, c'est que en sport collectif, on est confronté à des stresseurs auxquels on n'a pas à se préoccuper en sport individuel. Et que, on est aussi, dans une autre mesure, obligé de développer des ressources dont on n'a pas à se soucier quand on est en sport individuel. Parce que le coéquipier et au rugby, quand ils sont 15, c'est pas la même chose que quand on est tout seul sur son match de tennis ou quand on est tout seul sur son agrès en gym. Il y a tellement de choses qui peuvent se jouer dans une équipe que, ils ont des stratégies qui sont pour moi différentes, une approche différente de la gestion du stress. C'est pour ça que j'évoquais les matchs par équipe au tennis, qui par essence c'est un sport individuel, ce qui permet de faire le lien entre les deux et peut-être à réfléchir pour le travail d'entraînement. Oui, et j'ai pas précisé, mais j'ai voulu aller vite, mais je vous disais le communal coping en sport est assez peu étudié. Le coping dyadique, c'est-à-dire entre deux personnes, soit l'entraîneur et son athlète, mais ça peut être aussi entre deux coéquipiers, je pense à ça. C'est des choses qui ont été quand même qui commencent à être étudiées en sport. Changer le rôle des personnes, mettre un avant qui est marqueur de but, comme dernier rempart avant le but. Des choses qui sont utilisées en management d'équipe. Voilà. Oui, tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On va remercier nos deux intervenants de l'après-midi, encore une fois. Et puis, merci pour votre présence.